Yes, MVP, comment ça va? Ça va super bien. Comment ça va? Toi, on a de la visite aujourd'hui. Comment tu veux que ça aille mal? Ben écoute, je suis bien content. Puis t'aimes-tu mon intro? Parce qu'avant qu'on commence, tu m'as comme dit de pas oublier que c'est moi qui fais l'intro maintenant, là, vu que c'est le Canadien Gangster Podcast. Ben ouais. Ben, Écoute, ça fait du bien de. J'allais dire que ça fait du bien que tu commences un épisode, mais finalement, tu as commencé ça de même. C'est du grand. Yes, hey, j'ai deux Patreons aujourd'hui à remercier, deux stéroïdes dealers en Benoît Bélanger, donc un gros merci à Benoît Bélanger, et un autre stéroïde dealer en Patrice Prévost. Donc un gros merci à ces deux Patreons-là. Merci. Encore une autre fois, l'ami du gangster, Remy Langlois, mon boy, I know you. Fait que c'est ça. Hey, aujourd'hui, c'est un podcast différent. Fait que je suis vraiment content de recevoir l'invité qu'on a aujourd'hui. C'est pour faire une connexion un petit peu avec l'idée que j'avais mis sur Twitter, l'idée sur le Bitcoin. Donc, ça va être un podcast vraiment sur le Bitcoin. Donc, super content de recevoir Jonathan Hamel au podcast. Salut, Jonathan. Salut! Comment ça va? Merci d'être là. Ça fait plaisir. Yes, moi aussi. Puis, écoute, on va commencer ça tout de suite. Là. Question assez simple. Depuis quand que t'es dans le Bitcoin, toi? Ben, à temps plein, je dirais comme, entre guillemets, personnalité publique, probablement depuis quelque chose comme 2015, que ça a commencé à être beaucoup plus mainstream. Mais c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis facilement comme 2013, 2014. Là, après, je te dirais la première montée du Bitcoin, c'est parce que quand ça avait dépassé 1000 $, puis c'était devenu un petit peu plus mainstream. J'avais donné un deuxième regard, je dirais, plus intéressé à la technologie, parce que j'avais entendu parler quand même avant, puis j'avais laissé ça de côté, mais après ça, je suis revenu un petit peu sur mes premières impressions, puis je me suis mis à creuser un petit peu plus dans le sujet. Là. Fait que je te dirais, ça va près dans ces années-là, fait qu'à plus ou moins 5 ans à temps plein là, dans le domaine. OK. C'est comment que tu n'avais entendu parler la première fois du Bitcoin? Ben, initialement, j'avais vu où j'avais lu ça. Écoute, initialement, c'était très. Quand tu regardes, par exemple, pré-2013, c'était quelque chose qui était très, très niche et très, très limité. Fait que quand vous entendez des gens qui disent Ah, moi, je suis dans Bitcoin depuis 2011, 2010, c'est très peu probable là, parce que c'est à cette époque-là, Bitcoin a été créé en automne 2008. Le premier bloc a été miné en janvier 2009. Mais pendant facilement 1 an, 2 ans, c'était quelque chose qui était extrêmement niche dans un cercle de cryptographes universitaires, certains cercles anarchistes également contestataires. Donc, c'est avant 2012-2013, c'était quelque chose qui était relativement peu connu. À partir de 2012-2013, on commence à avoir c'était à l'époque, il y avait, je ne sais pas si tu te souviens, Wikileaks, le scandale avec le coup qu'il y avait eu en Irak où il y avait des journalistes qui étaient décédés, puis il avait publié une vidéo. Là, Wikileaks était vraiment devenu du jour au lendemain un organisme célèbre, avait commencé à accepter des bitcoins en donation parce que leurs canaux de paiement avaient été censurés, donc carte de crédit, PayPal avait été fermé. Donc là, Bitcoin commence à rentrer un petit peu dans le mainstream et je commence à m'y intéresser. Au départ, j'avais pas vraiment regardé l'aspect. Au départ, je pensais que c'était comme une espèce de start-up un peu à la Silicon Valley, fait que j'avais pas vraiment porté attention. La deuxième fois qu'elle s'est revenue dans l'actualité, là, je me suis plus intéressé au sujet, puis j'ai commencé un petit peu plus à rechercher en profondeur. Ayant des origines un peu plus technologiques, moi, j'ai été beaucoup attiré par le fait que c'est un projet qui est open source. Donc, pour peut-être les clients, les auditeurs qui sont peut-être moins techniques, open source, ça veut dire que c'est une technologie qui est complètement ouverte. C'est pas un logiciel qui a été développé par une compagnie puis qui a un brevet. Dans le fond, c'est comme si on fait la comparaison avec la cuisine. Bitcoin, la recette de Bitcoin est totalement connue. Il n'y a rien de caché. Tu peux regarder la recette, tu peux faire une copie de Bitcoin si tu veux. Okay. Donc, fait que open source, ça ne veut pas dire nécessairement que quelqu'un de l'extérieur peut entrer puis justement changer les choses dans ça. C'est vraiment que tout le monde peut voir c'est quoi les règles du Bitcoin, mais pas nécessairement changer les règles du Bitcoin. Les deux, un petit peu, tu peux vraiment voir toutes les règles, effectivement. Tu peux auditer le code, c'est le vrai pour d'autres types de logiciels également. Mais effectivement, il y a un système de contributeurs ouvert. Donc, si on prend un exemple, par exemple, un des plus gros logiciels open source, c'est Linux. C'est un système d'exploitation qui est compétiteur à Microsoft. Et il y a des centaines de milliers de développeurs. Là. Si tu veux développer un module spécial ou si tu veux développer ta propre version de Linux,
tu peux le faire. Fait que c'est un peu le même principe avec Bitcoin. Puis moi, je trouvais que c'était une force assez intéressante, surtout appliquée, si tu veux, à la technologie monétaire, à la technologie de paiement. Je trouvais que c'était un chaînon manquant pour le commerce électronique, notamment. Donc, l'idée, ça avait piqué ma curiosité. Puis là, je suis un peu rentré tranquillement pas vite dans ce qu'on appelle le rabbit hole. Donc, tu rentres dans le rabbit hole, puis tu trouves toujours d'autres sujets, puis tu creuses là-dedans et ça finit plus. Fait que c'est un peu ça, je te dirais, le début. Comment je m'intéresse à Bitcoin. À partir de 2015-2016, ben là, ça devient beaucoup plus mainstream. Puis ben les skills que j'ai développés avec ça, puis la connaissance que j'ai développée avec ça, ça commence à être plus en demande, disons. Donc là, je commence à vraiment plus dealer avec une clientèle financière. Moi, j'ai travaillé beaucoup, par exemple, avec dans les années 2016, 2017, 2018, j'ai presque travaillé tremplin avec la communauté financière. Donc, tout ce qui est banque, fonds d'investissement, régulateurs, même force policière également, pour expliquer c'est quoi Bitcoin, comment ça fonctionne, pourquoi ça ne va pas disparaître. J'ai eu quand même j'ai voyagé pas mal dans ces années-là également. Donc, c'est pas mal ça, je te dirais, mon background story. OK. Puis toi, as-tu un background en finance ou c'est quoi ton background? Ben, à la base, moi, je viens de la technologie. Je suis un administrateur réseau avec un focus plus sur la sécurité. Fait que l'aspect technologique de Bitcoin, ça m'avait attiré. Je voyais ça un petit peu comme... dans le fond, quand tu regardes le squelette de Bitcoin, la structure de Bitcoin, c'est un système de messagerie encrypté d'une certaine manière. Ça ressemble beaucoup ça ressemble à PGP, ça ressemble à Tor, la technologie qui permet de naviguer sur Internet de manière anonyme. Donc, moi, les technologies comme ça de privacy, de technologie de vie privée, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Donc, ça, c'est un peu ça qui m'a piqué ma curiosité. Mais d'un point de vue financier, je suis toujours intéressé à la finance. Tu sais, je gère mon portfolio depuis que je pense que j'ai 15-16 ans. Donc, j'ai toujours été un investisseur actif. Donc, ça a pris un petit peu le relais par la suite quand j'ai commencé à réaliser un petit peu l'aspect, la proposition de valeur économique et monétaire derrière Bitcoin. C'est un petit peu plus compliqué à comprendre, là, mais ça, c'est effectivement quelque chose qui m'a attiré par la suite. Mais c'est vraiment l'aspect technologique au début qui m'avait attiré. OK. Écoute, je pense qu'on va plonger dans ça. Première question, il y a beaucoup de monde qui me pose cette question-là, puis à chaque fois, je réponds au crime. Je suis un combattant de MMA à inviter quelqu'un qui se connaît vraiment. Là. Mais c'est quoi le Bitcoin? Puis c'est quoi l'histoire du Bitcoin? OK. Bitcoin, à la base, c'est vraiment un logiciel. Donc, c'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur à la base. Bitcoin, c'est un réseau aussi. Donc, c'est un réseau point à point. Donc, il y a le réseau Bitcoin. Et Bitcoin, c'est l'unité qui est échangée sur le réseau de Bitcoin. Donc, le Bitcoin qui est transigé. Ça vient... Il y a quand même il y a une histoire, il y a un background intéressant à comprendre pour ce qui mène un peu à la fondation, à la création de Bitcoin. Comme je disais précédemment, ça a été introduit au monde de manière pseudo-anonyme. Donc, on ne connaît pas le ou la fondateur ou les fondateurs. C'est peut-être un groupe également. Dans le fond, à la base, Bitcoin, ça a parti vraiment d'une idée. C'est un PDF de 9 pages qui a été publié, je pense, le 31 octobre 2008. C'est un peu aussi en réaction à la crise financière de 2008. Là. C'est un petit peu réactionnaire par rapport à ça, mais il y a différentes autres modifications aussi par rapport au Bitcoin. Donc, à partir de l'idée qui avait été publiée, ça règle un problème qui est fondamental, qui était le fait de pouvoir échanger de la valeur sur Internet. Et il y a eu d'autres essais, d'autres tentatives de créer le Bitcoin avant. Il y a eu des tentatives de monnaie numérique qui ont tous échoué. Parce qu'il y avait toujours le problème, disons, de la centralisation. C'est-à-dire que ce qui est vraiment innovateur dans le cas de Bitcoin, c'est qu'on a réussi à décentraliser l'émission de la nouvelle monnaie. Et il y a aussi un mécanisme assez puissant là, qui est le processus du minage qui sécurise le Bitcoin et entre autres aussi l'utilisation de la chaîne de blocs qu'on appelle la blockchain. Donc, il y a différentes particularités qui ont fait en sorte que Bitcoin était vraiment un breakthrough d'un point de vue technologique et également là, d'un point de vue des particularités qui font en sorte que ça a fonctionné, que les autres projets avant n'avaient pas marché. Donc, ça a pris du temps avant que ça soit apprécié parce que dans le fond, Bitcoin demeure anonyme, demeure un peu dans l'ombre pendant, comme je disais précédemment, 1 an et quelques. Au début, c'était vraiment le papier blanc Bitcoin, donc le white paper Bitcoin a été publié sur une liste d'envoi. Les plus vieux d'entre nous connaissent peut-être cette technologie-là. C'était un peu comme des forums, mais par email. Donc, tu publiais sur la liste d'envoi
et des gens intéressés. Donc, c'était des cryptographes, des chercheurs universitaires, des gens qui étaient intéressés, disons, par ce type de technologie-là. Mais c'était assez limité, là. C'est pas arrivé d'une conférence, puis ça n'a pas été présenté grand public dans une conférence ou dans un événement en ligne. C'était un cercle relativement restreint de personnes extrêmement techniques, là, si tu veux. Là. Donc ça, c'est un petit peu le background de Bitcoin. Dans les faits, comme je disais, ça ressemble vraiment à un système de messagerie encrypté. Et dans le fond, ce que tu échanges sur le réseau, ce sont les bitcoins qui sont... en fait, les bitcoins, on va peut-être pouvoir rentrer dans le détail un petit peu tantôt du fonctionnement. Techniquement, quand tu possèdes des bitcoins, c'est pas des pièces de monnaie sur ton téléphone. Là. Ce que tu possèdes, c'est très, très intrinsèquement lié à la cryptographie. Donc, pour comprendre réellement comment Bitcoin fonctionne, il faut tomber un petit peu dans la cryptographie informatique. Donc, techniquement, ce que tu possèdes, ce sont les clés privées, si tu veux, la clé qui te permet de transiger les bitcoins sur le réseau Bitcoin. Donc, peu importe si tu perds ton téléphone ou si tu te fais voler ton ordinateur, si tu as pu sauvegarder cette paire de clés-là, ben, tu peux reconstituer ton portefeuille d'une certaine manière. Fait que, à la base, sur le fond, c'est pas tellement différent d'un système de messagerie encrypté. L'innovation, ça provient vraiment du fait d'avoir réussi à décentraliser si tu veux, l'opération du Bitcoin et l'émission des nouveaux Bitcoins, notamment là, à partir du processus de minage. Puis quand tu parles de minage, c'est quoi ça, le minage? OK, le minage, c'est intéressant. C'est un peu compliqué à comprendre, mais la meilleure analogie possible, c'est, faut comprendre en fait, ça vient de où, le minage? C'est que initialement, ce qu'on appelle la preuve de travail, là, qui est réellement le processus derrière le minage Bitcoin, ça a été introduit par un type qui s'appelle Adam Back. Vous pouvez chercher sur Twitter, c'est quelqu'un qui est pas anonyme, là, qui est connu. Et lui, l'innovation qui a mené au minage Bitcoin, c'est une technologie qui s'appelait Hashcash. Hashcash, c'est un logiciel qui a été développé, je pense, en 97, fin des années 90. Et le but était de trouver une solution à l'époque au spam. Donc, au spam pour à la fin des années 90, début des années 2000, en fait, au fur et à mesure qu'Internet devenait plus populaire, il y a eu des gros problèmes de spam. C'était pas aussi performant qu'aujourd'hui, les filtres, etc. Donc, il y avait un pourcentage vraiment grand du trafic Internet qui était du spam. Donc, Adam Back, qui est un cryptographe, un petit génie réellement, s'est mis à réfléchir comment on pourrait d'une certaine manière, imposer un coût à envoyer un courriel. Et là, il faut se rappeler qu'à cette époque-là, fin des années 90, il n'y a pas de paiement en ligne, il n'y a pas de carte de crédit en ligne, il n'y a pas de... C'est vraiment les débuts de l'Internet. Donc, Adam Back se met à réfléchir à comment utiliser comment avoir une certaine monnaie d'échange sur Internet pour payer pour des services d'une certaine manière sans avoir à s'identifier. Parce que Adam Back était justement un de ces membres-là sur ce qu'on appelait la Cypherpunk Mailing List, la liste d'envoi qui a vu le papier blanc publié de Bitcoin. Et cette liste d'envoi-là, ce qui est intéressant, c'est que les gens, pour demeurer anonymes, ils utilisaient ce qu'on appelle un remailer. Donc, c'est un logiciel, un service qui permettait de republier sur la liste d'envoi avec une adresse d'une certaine manière anonyme. Et le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'après un certain temps, cette fonction-là a été exploitée. Donc, il y a des gens qui spammaient le remailer et tu n'étais pas capable de l'utiliser. Donc, c'était une sorte d'attaque, si tu veux, sur le remailer. Fait que là, Adam Back s'est mis à réfléchir comment je ferais pour permettre à ce que juste les personnes honnêtes utilisent le remailer et qu'une attaque, dans le fond, contre le service-là soit trop coûteuse. Donc, il s'est mis à réfléchir à une solution et c'est de là qu'est né Hashcash. Donc, dans le fond, il s'est dit, il faudrait que je puisse ajouter à mon message que je vais publier un peu comme un time. Dans le fond, ce qui nous permet d'envoyer une lettre, il y a un coût, donc le time. Sinon, tout le monde enverrait des choses à l'infini. Donc, il faut que tu ajoutes à peu près $1 par lettre. Donc, c'est parti un peu de ce principe-là pour développer une technologie. Dans le fond, c'est basé sur le destinataire du message, ton sujet. Tu es capable là, de créer, mettons, une preuve cryptographique et dans le fond, avec le logiciel Hashcash, il y a un certain calcul qui a été fait pour arriver à ce résultat-là. Et ça prenait, avec l'ordinateur de l'époque, disons, peut-être 10 à 15 minutes à calculer là, cette preuve appelons-le le timbre numérique, si on veut. Donc, si je voulais envoyer, disons, à Olivier, si je voulais publier sur la liste d'envoi, je devais
mettre en pièce jointe la preuve de travail Hashcash qui prenait 10-15 minutes du temps processeur dans mon ordinateur. Et de cette manière-là, la liste d'envoi reconnaissait que j'avais fait un travail, donc que j'ai eu un coût dans le monde réel. Et ça a permis justement d'arrêter de processer les messages qui étaient des attaqueurs et prioriser ceux justement qui avaient cette preuve de travail-là, ceux qui avaient pris le temps de dépenser 10-15 minutes de leur temps processeur pour prouver dans le fond qu'ils sont rationnellement des acteurs honnêtes. Donc, si tu veux le regarder d'une autre manière, c'est que pour envoyer 1 million de messages sur la liste, c'est extrêmement coûteux. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses 1 million de fois 10-15 minutes de ton temps. Alors que si tu veux le faire pour 1 ou 2 messages, ça vaut vraiment le coup. Dans le fond, le calcul lui-même ne sert à rien, mais c'est la conséquence d'avoir à passer pour le calcul qui prouve que tu es honnête. Fait que c'est pour prouver ton honnêteté sur le réseau et faire en sorte que ceux qui attaquent le réseau, ça soit énormément plus coûteux que l'utiliser de manière honnête. Fait que le minage, dans le fond, c'est ça. Parce que c'est essentiellement la même chose qui est arrivée. C'est Hashcash qui a été intégré d'une certaine manière à Bitcoin. Et c'est vraiment ça qui manquait aux autres tentatives, si tu veux, de monnaie numérique. C'est qu'on n'avait pas cette façon de limiter non seulement les attaques, mais de décentraliser puis de permettre aux gens de contribuer. C'est ça, par la suite, qui est venu se greffer, parce que les réseaux de mineurs Bitcoin, en fond, eux autres, ils offrent leurs services de puissance de calcul au réseau Bitcoin. Donc, je dirais que conceptuellement, c'est un peu le background derrière le minage. C'était une technologie pour prouver que les acteurs qui échangent sur le réseau sont honnêtes. Mais il n'y a pas de le calcul, il sert absolument à rien. C'est vraiment une dépense d'énergie. Mais la dépense d'énergie, même si au premier niveau, on peut l'avoir comme inutile, elle n'est pas inutile parce qu'elle sert à prouver que les acteurs sont honnêtes. OK. Donc, disons, moi, j'ai des bitcoins, j'envoie ça à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas obligé d'être un mineur, par contre, pour envoyer ça. Non, c'est totalement transparent là, à l'usager. Si vous achetez des bitcoins ou si vous avez reçu des bitcoins, vous allez envoyer des bitcoins comme on envoie un peu un courriel. C'est totalement transparent là, à l'usager. Tu n'as pas besoin non plus de... Parce qu'il y a plusieurs types d'acteurs dans Bitcoin. Il y a les mineurs qui est une partie, mais il y a aussi ce qu'on appelle ceux qui roulent des nœuds Bitcoin. Donc, des nœuds Bitcoin, c'est des ordinateurs, des serveurs qui roulent le client Bitcoin, si tu veux, le logiciel Bitcoin, et qui... En fait, en partie, c'est eux qui vérifient les transactions. Là. Les mineurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils confirment d'une certaine manière, ajoutent un autre niveau de sécurité et ils vont placer les transactions qui sont en attente dans un futur, ce qu'on appelle un bloc sur la chaîne de blocs. Donc, l'historique des transactions de Bitcoin, ça ressemble un petit peu à ça, là, dans le sens, meilleure façon de le conceptualiser, de le voir, c'est, imaginez un grand livre. Avant Excel, là, les comptables avaient des gros livres comptables avec plusieurs colonnes et vous pouvez avoir tout l'historique des transactions d'une entreprise ou d'une personne. Ben, la chaîne de blocs Bitcoin, c'est ça. C'est tout l'historique des transactions Bitcoin. Et les mineurs, ce qu'ils vont faire, c'est que à peu près à tous les 10 minutes actuellement, c'est qu'une nouvelle page du grand livre qui est créée et les transactions sont placées dans cette page-là. C'est pour ça que les transactions Bitcoin, ce n'est pas instantané. Et il y a une raison derrière ça. Ce serait facile de le mettre instantané, mais on perdrait une particularité importante de Bitcoin qui est la sécurité qui est liée au fait que c'est coûteux d'ajouter une transaction au réseau Bitcoin parce que c'est sécuritaire, parce qu'il y a la preuve de travail derrière. Donc, tout ça, c'est interrelié. Ce n'est pas des choses qui ont été introduites au hasard, là, si tu veux. Là. Mm-hmm. Puis, c'est quoi les caractéristiques du Bitcoin comparativement, disons, à l'or et au cash? Ouais. La particularité la plus importante de Bitcoin, qui est vraiment différente, je pense, de tout le reste, c'est vraiment la quantité limitée des bitcoins. C'est qu'il y a 21 millions de bitcoins total qui est défini dans le logiciel Bitcoin. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en quelque façon dans le ciment. Là, c'est coulé dans le ciment. Ça pourrait techniquement être changé, mais on peut peut-être l'expliquer plus tard qu'il y a très peu de chances que ça soit le code. En fait, il y a une très grande certitude que c'est une particularité du Bitcoin qui va demeurer, qui définit Bitcoin. Après ça, l'autre particularité, c'est que Bitcoin est extrêmement divisible. Donc, tu peux techniquement acheter quelques cents, $1 en Bitcoin, parce que tu peux diviser, dans le fond, un Bitcoin est composé de 100 millions de sous-unités. Donc, comme tu as 100 cents dans $1, le Bitcoin, il y a 100 millions de Satoshi. Donc, c'est 8 chiffres après la virgule. Donc, c'est assez divisible. Une autre particularité intéressante, c'est que le Bitcoin est fongible. La fongibilité,
C'est un sujet qui est un peu à la mode là, avec les NFT. La fongibilité, c'est que chaque sous-unité d'un Bitcoin vaut la même chose. Tu n'as pas différents types de sous-Bitcoin. En fait, n'importe quelle partie d'un Bitcoin vaut exactement la même chose. Donc, et tout ça aussi, la particularité qui est vraiment intéressante, puis je pense qu'il est un game changer, c'est que la transparence et le fait que ça soit complètement ouvert te permet d'auditer facilement et de prouver que tu as des bitcoins. Par exemple, si on fait une transaction, tu es une personne que je ne connais pas ou je ne fais pas confiance, tu es capable de prouver que tu détiens une certaine quantité de bitcoin. Je peux t'offrir un service, un produit, tu me fais le paiement. Donc, il y a une façon de prouver que tu détiens des bitcoins en ayant peu ou pas de relation avec la personne avec qui tu transiges. Donc, ça, je te dirais, c'est un game changer. C'est la première fois là, dans l'histoire humaine où tu peux transiger sans risque de contrepartie avec Bitcoin. C'est-à-dire que si tu es mon pire ennemi, c'est pas important parce que si tu m'envoies des Bitcoins, je les accepte et ça fonctionne et vice-versa. Donc, alors que si je veux t'envoyer, mettons, plusieurs millions de dollars, ben, il faut passer par différents canaux. Il y a différents risques également. Donc, en fait, c'est pour ça aussi que certains, au début, c'est toujours un peu drôle parce que on va parler tantôt des opposants puis le FUD un peu qui entoure Bitcoin. Ils disent souvent, ben, Bitcoin, c'est pas une monnaie. Puis de l'autre côté de la bouche, ils vont dire, ben, c'est juste utilisé par le crime organisé. Ben, tu sais, le crime organisé ou les criminels, ils vont pas accepter n'importe quoi là, comme paiement. Donc, c'est par définition une monnaie. Donc, je te dirais que toutes ces particularités-là font en sorte que Bitcoin est assez unique et le marché commence tranquillement à apprécier les particularités uniques du Bitcoin. Puis c'est quoi le but du Bitcoin? C'est-tu de devenir la monnaie mondiale? C'est-tu de remplacer l'or? C'est-tu juste justement qu'on peut mettre je vais dire comme Michael Saylor, notre énergie dans quelque chose, puis que ça ne change pas, tu sais, que notre argent, puis que ça dévalue pas? Ben, si tu regardes les motivations initiales du Bitcoin, c'était vraiment de créer une technologie qui te permettait de t'affranchir des banques. Là. Comme je disais, c'est né dans un peu le backlash de la crise financière de 2008. Donc, be your own bank, là, deviens votre propre banque, c'était un peu le slogan informel derrière Bitcoin. Les gens qui sont le groupe un peu derrière, pas Bitcoin, mais dans le fond, la Cypherpunk mailing list, les gens qui ont vu l'idée de Bitcoin pour la première fois, c'est un groupe de gens qui étaient très, très fortement incités et intéressés par ce qu'on appelle la vie privée numérique. C'est les gens qui ont prédit, je te dirais, 15-20 ans à l'avance qu'on est en train de vivre présentement, c'est-à-dire où tu as des gros acteurs, que ce soit des gouvernements, des grandes entreprises comme Google, Apple, qui détiennent énormément d'informations. Donc, l'idée d'avoir accès à quelque chose qui est uniquement accessible à toi via une clé cryptographique, c'est un sujet qu'ils défendaient, eux, il y a longtemps. Donc, c'est vraiment né d'un milieu très contestataire et rebelle, et même sceptique des autorités. Donc, Bitcoin, là, c'est une technologie qui est rebelle. C'est pas quelque chose qui a été présenté là, dans une conférence vegan à Silicon Valley. C'est quelque chose qui est vraiment antagonistique par rapport au reste de la société, à la société, disons, polie, là, d'une certaine manière. Donc, et ça, faut l'apprécier d'une certaine manière parce que c'est ça que ça a permis d'être introduit tranquillement, des gens qui étaient totalement dédiés à Bitcoin. Donc, initialement, quand tu regardes les discussions, parce qu'il y a quand même encore pas mal de ces discussions-là qui sont disponibles là, sur Internet, le but était vraiment d'échanger de la valeur sur Internet, mais de réussir aussi à développer un système où on pourrait s'affranchir des banques. Donc, je te dirais que c'est peut-être à mi-chemin entre l'or numérique et le dollar numérique. Au fur et à mesure que le temps a avancé, on s'est rendu compte que peut-être le cas d'utilisation de l'or numérique, et même si tu regardes même dans l'histoire monétaire, ça devient plus souvent qu'autrement un actif, un safe haven, donc un actif de réserve, avant de devenir activement une monnaie. Donc, avant que ça devienne accepté couramment comme une monnaie, ça prend une certaine évolution. Donc ça, encore avec Bitcoin, c'est pas totalement clair comment ça va arriver. Mais moi, depuis longtemps, puis je pense que le marché commence à l'apprécier pas mal plus comme ça également. C'est vraiment le cas d'utilisation de l'or numérique, je pense, qui est vraiment le plus intéressant. Non seulement comme produit d'investissement, mais comme un peu de la meilleure façon de le voir, c'est un peu comme un compte d'épargne, disons, sur les stéroïdes, là, qui permet d'économiser et de garder de la valeur sans être
exposés aux risques politiques des banques centrales. Et là, on est en train de le vivre. Là, on est dans la meilleure époque pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec les systèmes traditionnels. C'est que Bitcoin a un futur qui est en quelque sorte coulé dans le ciment. C'est-à-dire on sait exactement comment il va y avoir de Bitcoin demain, après-demain, l'année prochaine, jusqu'en 2140, quand le dernier Bitcoin va être émis. Alors que les banques centrales, on ne sait pas. On ne sait pas quelle va être la politique monétaire de la Banque du Canada ou de la Réserve fédérale américaine. En même temps, il y a des gens qui sont beaucoup plus alarmistes que moi. Là. Si tu parles, par exemple, à Francis Pouliot, il va te dire que la Banque du Canada est sur le point de s'effondrer. Moi, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, mais au contraire, je pense que c'est quelque chose qui est pernicieux et qui continue, là, si tu veux, de gruger dans les économies, dans les actifs des gens les plus pauvres. En passant, c'est les plus pauvres qui sont affectés par ces politiques-là. Donc, je te dirais que c'est devenu par la force des choses une technologie, a saving technology, une technologie d'épargne et de sécurité, pour sécuriser de la valeur. Maintenant, comment on va développer autour de ça pour faire en sorte qu'on puisse l'utiliser tous les jours pour acheter un café, ça, c'est vraiment en train d'être adressé dans Bitcoin. On va pouvoir en parler tantôt avec qu'est-ce que tu veux faire notamment, mais comment on pourrait monétiser, par exemple, ce podcast-là qu'on est en train de faire via des petites donations. Ça, c'est toutes des questions qui sont en train d'être élucidées là, et activement développées dans Bitcoin. Okay. Moi, j'aimerais ça, Jonathan, que tu nous parles de... juste faire un suivi. Là. Tu parlais que, évidemment, les idéaux étaient plutôt rebelles. On sait pourquoi, tu l'as expliqué. C'est super important parce que dans l'histoire, ce que ça fait, c'est que c'était sûr qu'il y avait un clash et que ça allait ébranler les structures déjà en place. Ça, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui arrive encore en ce moment. Moi, j'aimerais savoir, en 2021, c'est quoi ton taux, ton évaluation sur le taux d'acceptation, peut-être grand public du Bitcoin versus il y a 2, 3, 4, 5 ans? Écoute, c'est pas tellement plus accepté. Là. On en parle beaucoup maintenant parce que ça l'a monté, mais je te dirais que tu ferais un sondage dans la rue. Avez-vous entendu parler du Bitcoin? À peu près tous les mêmes gens diraient oui. Maintenant, tu dirais, êtes-vous capable d'expliquer un petit peu que ça marche? Personne peut vraiment le faire, là, mais on est encore, ironiquement, très, très, très tôt, à peu près au même stade, un petit peu plus loin que, mettons, en 2016, 2017, 2018, mais on est relativement encore très, très tôt, là, et particulièrement dans le domaine financier où ça commence à être un actif de plus en plus d'intérêt. Mais je te dirais que c'est pas la courbe de connaissance du Bitcoin dans le grand public, outre la couverture du Bitcoin par rapport à sa montée, sa descente de prix, n'est pas tellement plus avancée, honnêtement. Là. On est encore, là, ironiquement, on peut penser que c'est loin parce que maintenant, c'est près de... Écoute, c'est quoi? C'est plus de près de 70 000 canadiens par Bitcoin. C'était à peu près à cette date-ci, l'année passée, c'était quoi? C'était autour de... là, c'est l'année passée, c'est là que ça avait craché autour de 5 000. Fait que ça a fait quand même pas mal en un an. Mais je te dirais que c'est la connaissance mainstream du Bitcoin, c'est encore relativement peu connu. Là. C'est vraiment une minorité. L'ouverture d'esprit, on va plus l'appeler comme ça. Si j'étais peut-être pas assez précis, parce que je pense qu'à ce niveau-là, toi, tu le vois tous les jours, tu le vis, là, tu dois observer des choses en ce lien-là. C'est de cette façon-là, je te dirais, plus avancé d'une certaine manière où les gens là voient que, écoute, après plus de 10 ans, là, ça fait comme 2 fois que ça plante puis ça revient. Il y a aussi un contexte, je te dirais, macroéconomique où les gens sont plus incertains puis veulent investir à long terme dans des trucs qui sont sécuritaires mais qui vont prendre de la valeur également. Donc, je te dirais que là, les gens commencent à s'y intéresser plus. Particulièrement les gens qui sont plus jeunes. Ils portent beaucoup plus attention au Bitcoin, notamment que les métaux précieux. C'est une industrie à laquelle je participe également. Je suis quand même pas mal actif dans l'industrie de l'or. C'est une industrie qui attire pas en tout là, les plus jeunes. L'or, c'est pas vraiment intéressant, alors que les plus vieux vont s'y intéresser. Je pense que l'or a quand même des particularités qui sont vraiment intéressantes, mais les jeunes n'ont aucun intérêt pour les métaux précieux. Alors que l'époque Bitcoin, par exemple, pour nos parents, les baby boomers, c'était vraiment l'or. Dans les années 80, l'or a explosé. Il y avait plein de startups, Donc, ils ont vécu un peu la folie du Bitcoin, mais avec l'or dans les années 80, les jeunes actuellement n'ont aucun intérêt pour les métaux précieux. D'ailleurs, c'est un risque pour cette industrie-là. Je te dirais que donc, dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus connu. Il y a même des produits financiers maintenant là, tu peux, avec ton compte REER ou CELI, tu peux investir dans le Bitcoin, ce que tu ne pouvais pas faire avant. Avant, c'était vraiment, il fallait t'acheter des bitcoins, c'était assez compliqué. Maintenant, tu peux activement le faire là, à travers ton compte d'investissement. Donc, dans cette perspective-là, c'est effectivement plus connu qu'il y a 4-5 ans, je te dirais. Mm-hmm. Mais tu vois aussi que le monde commence, en tout cas, moi, j'étais là aussi en 2017, mais tu vois que le monde commence à s'y intéresser peut-être un petit peu plus.
Bon, c'est sûr que en 2017, je ne suis pas sûr de me souvenir vraiment c'était quoi, mais comme maintenant, c'était juste de la négativité dans les journaux. Tandis que là, présentement, je trouve qu'il y a quand même un petit peu plus d'ouverture. Je ne sais pas si tu as la même impression, là. Mais on pourrait justement continuer là-dessus. C'est quoi les gros titres des journaux des dernières années? Qu'est-ce qu'ils disaient sur le Bitcoin? Puis je pense que on pourrait commencer par le Bitcoin est utilisé seulement par des criminels et des terroristes. Oui, ça, c'est vrai. Écoute, la couverture médiatique de Bitcoin, elle est, premièrement, elle est allée jusqu'à peut-être l'année passée, elle était disproportionnée par rapport à la taille de cet actif-là. Tu sais, pendant plusieurs années, c'était quoi, moins de 100 milliards de dollars. Donc, si tu regardes l'or, c'est 100 000 milliards de dollars, donc à peu près 10 trillions de dollars. Donc, la couverture médiatique de Bitcoin était disproportionnée par rapport à son impact réel dans l'économie. Je te dirais que Bitcoin, c'est activement détesté par un certain type de personnes, là, les universitaires, toute la frange d'économistes plus traditionnels qui se ramassent à RDI Économie notamment. C'est des gens qui détestent Bitcoin fondamentalement parce que ça fait plusieurs années qu'ils prédisent que non seulement ça va s'effondrer, mais ça s'en va à zéro, alors que ça fait complètement l'inverse. Tout ce qui est très politisé déteste Bitcoin également parce que c'est une technologie qui remet beaucoup de pouvoir dans les mains de l'individu. Ça a un peu, comme tu disais, ça l'a défié à peu près tous les pronostics. Là. C'est incroyable. Moi, je continue de penser que c'est une des plus grosses choses qu'on va voir dans notre vie. C'est un succès en tout point, Bitcoin. C'est un succès politique, économique, c'est un succès technologique. Donc, je te dirais que les mauvaises nouvelles par rapport à ça sont souvent les mêmes. Ah, Bitcoin a encore planté. C'est drôle, la première fois qu'on m'a appelé, qu'on m'a contacté en 2021 pour parler, mettons à partir de mars 2020, quand ça avait planté la première fois, à aller jusqu'à aujourd'hui. On a commencé à m'envoyer, parce que j'ai passé, moi, l'année 2018 au complet dans les médias. Après le pump de 2017, j'ai passé à peu près toute l'année dans les médias. J'ai fait à peu près toutes les stations de radio, à peu près toutes les émissions. J'ai fait plusieurs conférences à travers le monde. Puis, c'était à peu près toujours les mêmes choses. Mais là, la montée récente qu'on a connue, là, quand Bitcoin revenait, là, ça fitait plus là, dans le narratif qu'il avait mis, là, que ça faisait juste crasher. Là, ça remontait, puis là, ça fitait plus. Donc, la première fois qu'on m'a appelé, c'est quand Bitcoin avait... Une journaliste qui m'appelle, elle dit « Ouais, là, Bitcoin a baissé beaucoup. » Je dis « Madame, ça a passé genre de 45 000 à 38 000, 33 000. » C'était à... Dernièrement, ça? Ouais, je pense que c'était en janvier. Il a rebaissé à peu près juste au-dessus de 30 000 là. Donc, je disais, madame, ça a quand même fait x10 en même pas 6 mois. Là. Donc, et c'est là dans le fond, l'idée, c'était que le headline, c'était la baisse de 20 du Bitcoin. Sans égard au fait que ça venait de pomper là, de plus de 100% en plus que ça. C'est quasiment 1000% en 6 mois. Donc, c'est toujours la même chose qui revient. Ah, Bitcoin a baissé. Il y a aussi la notion... parce qu'on est maintenant dans un univers qui est très, très politically correct. Là. Donc, beaucoup d'appels au fait que c'est de la fraude, c'est une façon de faire de l'évitement fiscal, c'est une façon pour justement l'industrie illicite, commerce de la drogue, commerce whatever. Donc, ça, c'est souvent ramené. Ça, je trouvais que c'était comme la première affaire vraiment qui est sortie, c'est que le Bitcoin est utilisé que pour les criminels, tu sais. Mais là, après, on va passer sur d'autres choses qui a été dit sur le Bitcoin. Là. Mais je trouvais vraiment que le premier que moi j'ai entendu, c'est les terroristes, c'est les criminels qui utilisent ça, puis c'est pour ceux qui ne veulent pas payer de taxes. En fait, c'est vrai au début, dans le fond, que Bitcoin a un track record, un historique, que c'est techniquement devenu une monnaie principalement sur ces réseaux-là. Donc, à l'époque, il y avait The Silk Road qui permettait d'échanger différentes substances ou des cartes de crédit volées. En fait, c'est un marché décentralisé d'une certaine manière sur le Darknet qui n'est pas très... et de la manière que c'est présenté par les médias, c'est un peu trompeur parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment accessible là, au commun des mortels. Là. Le Darknet, c'est un peu compliqué, là, ça te prend un Tor, c'est pas vite. Donc, c'était vraiment des gens plus, je te dirais... plus avancés qui avaient accès à ces marchés-là. Mais ça a vraiment prouvé le cas d'utilisation où tu pouvais accepter des bitcoins en contrepartie là, de marchandises quelconques. Là, il y a des kilos de cocaïne qui étaient envoyés par messagerie puis qui étaient payés en bitcoin. Là. Donc, les gens
quand j'entends l'argument que c'est pas une monnaie et que c'est utilisé par le crime organisé, je me dis, ben, regarde, ils n'accepteraient pas d'envoyer des kilos de cocaïne par la poste en recevant là, des jetons. Des bananes. Ouais. C'est ça. Donc, il y a vraiment par définition une valeur monétaire au Bitcoin si ça, justement, c'est utilisé dans le crime organisé. Maintenant, ce qui est particulier avec ça, c'est que c'est fascinant, si tu regardes le code de Silk Road, c'est qu'avec des vendeurs qui étaient pseudo-anonymes, c'est-à-dire qu'on connaissait leur pseudonyme, on ne savait pas c'était qui, il y a activement un système de réputation qui s'est développé et les vendeurs, souvent, avaient intérêt à garder leur clientèle, même s'ils n'étaient pas connus. En fait, tu pourrais dire, ben, je pourrais frauder tout le monde. Ben, il y a une certaine un peu comme un eBay, c'est-à-dire quand tu as eBay, ben, tu veux garder ta réputation de vendeur. Ouais, juste pour... Pourrais-tu juste expliquer c'est quoi Silk Road un petit peu plus? Silk Road, c'était meilleure façon de le voir, imaginez eBay ou Amazon, mais où tu peux acheter toutes sortes de substances, des armes, des cartes d'identification volées. Tu fais commander littéralement de la marijuana et différentes autres drogues par la poste qui étaient livrées. Et ce qui est intéressant à l'époque, c'est que, écoute, j'ai lu des articles là-dessus. Quand tu regardes ça de manière froide et neutre, là, par exemple, il y a des junkies qui commandaient là-dessus, puis à une époque où il était de plus en plus difficile d'avoir accès à de la drogue de haute qualité dans la rue, notamment avec le fentanyl et tout ça, tu étais certain d'avoir un produit de haute qualité. Là. Donc, ironiquement, ça a amené beaucoup plus de clarté dans un marché qui est opaque, qui est souvent là, pas très propre, là, si tu veux. Fait que c'est dur ça d'en parler là, quand par exemple je faisais des conférences dans le milieu financier, c'est dur de parler de ça avec certains côtés bénéfiques d'une certaine manière, parce que les gens vont faire ça de toute façon là. Que tu l'interdises ou pas, les gens vont s'injecter ce qu'ils veulent, puis ils vont faire ce qu'ils veulent, puis ils vont l'acheter de toute façon là. Puis là on commence à avancer là-dessus en tant que société, il commence à avoir de la décriminalisation là, qui est amenée un peu partout, mais en fait ça l'a vraiment prouvé, long story short, ça l'a vraiment prouvé le cas d'utilisation de Bitcoin comme d'une certaine manière une valeur monétaire qui est échangeable sur Internet. Donc, ça, c'est le cas de Silk Road. L'affaire, c'est que c'est vraiment petit en termes de volume d'échange. Le marché de la drogue, je pense, c'est quelque chose comme 400 milliards par année. C'est-tu 40 ou 400? J'ai oublié, bref. Mais c'est quand même plusieurs dizaines de milliards par année. Puis, les réseaux comme Silk Road, où les transactions qui sont faites en Bitcoin, je pense que c'est comme 1 ou 2 milliards, ou mettons 3, 4 maximum. Donc, c'est vraiment une petite partie des transactions qui sont utilisées en Bitcoin. Au contraire, la plupart des grands trafiquants, les cartels et les grands syndicats là, criminels dans le monde se sont tous fait prendre à faire affaire avec les banques. À peu près tous les grands groupes bancaires, HSBC, JP Morgan, ils ont tous eu des amendes pour avoir fait affaire avec un certain réseau de blanchiment d'argent. Et tout ça, ça fonctionne avec les banques, là, dans le fond. Là. Quand tu as accès... Quand tu es riche comme ces gens-là, tu n'as pas besoin de Bitcoin. En fait, tu as toute une infrastructure qui est là pour te servir dans le monde bancaire traditionnel. Ça, c'est extrêmement hypocrite de la part de ce monde-là, de faire la leçon là, non seulement à Bitcoin, mais aux technologies en général, que c'est utilisé pour faire du blanchiment d'argent. Pour faire du blanchiment d'argent, tu n'as pas besoin de Bitcoin. Là. Quand tu as les moyens, tu as plein d'autres méthodes, puis ça existait même avant Bitcoin. Là. Mais tu dirais-tu que au fond, Bitcoin, c'est que ça donne le moyen à monsieur, madame, tout le monde, tandis que là, présentement, c'est les seuls qui peuvent blanchir, c'est ceux qui ont le plus d'argent. Je pense que c'est Obama qui avait dit que Bitcoin, c'est comme un compte de banque suisse dans tes poches. En fait, c'est ça. En fait, c'est une excellente nouvelle. C'est dans le fond, maintenant, c'est une technologie qui est accessible à tout le monde. Pour nous, ça peut paraître quelque chose qui est accessoire parce qu'on a accès à une monnaie qui est stable, on a accès à un système financier qui est relativement, entre guillemets, honnête. Mais dans certains pays du monde, là, avoir des bitcoins, ça peut carrément te sauver la vie parce que la monnaie nationale se dévalue. On a vu récemment le gouvernement du Nigeria qui a annoncé que Bitcoin était carrément en train de tuer leur monnaie nationale parce que les gens ont perdu confiance totalement dans leur monnaie. Donc, il y a un aspect aussi, je te dirais, de libre expression. Il y a un aspect politique, il y a un aspect très, très humain derrière Bitcoin. Parce que dans le fond, préserver la valeur, là, et ça, c'est peut-être plus l'aspect philosophique derrière la monnaie, c'est quelque chose qui est profondément humain. L'être humain, la race humaine est la seule race qui planifie au-delà d'une génération. Les animaux ne planifient pas pour au-delà d'une génération. Évidemment, quand les bébés naissent, ils vont les nourrir, tout ça, mais ne planifient pas pour quand ils vont mourir, qu'est-ce qu'ils vont leur léguer. Ça, c'est très humain. Si tu regardes dans l'histoire monétaire, pourquoi les gens ont commencé à se tourner vers des valeurs comme, par exemple, les coquillages, certaines pierres, le sel. Ultimement, l'or est arrivé en ligne de compte. Donc,
tout ça, c'est un réflexe de conserver sa valeur et d'avoir de la valeur dans le temps et de pouvoir en faire bénéficier sa famille et ses proches. C'est quelque chose qui est profondément humain. C'est quelque chose qui est quelque chose qui est méprisé par les gens, disons, qui sont un peu critiques de Bitcoin. Mais aussi, c'est que, tu sais, il n'y a pas vraiment d'incitatif présentement ben, il y en a, mais à économiser, vu que justement, l'argent que tu mets à la banque, elle perd de la valeur. Ben, exactement. Ça, on s'en rend pas compte, mais avec l'inflation, c'est ça. Là. Ben, on est, comme je disais précédemment, on est dans la période parfaite pour comprendre. En fait, le meilleur meme, là, c'est, je ne sais pas si tu te souviens, le meme brrr, là, le meme où les gens impriment de l'argent. Puis la période qu'on vit actuellement peut être résumée dans la question suivante. Pourquoi on paye des taxes s'ils peuvent juste imprimer de l'argent? Puis, tu sais, ça a l'air d'être un raisonnement, un questionnement qui est un peu con, mais quand tu y penses, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est que, tu vois, le Canada, on est un des pays qui a le plus imprimé d'argent justement pour la crise qui est en cours. Puis là, on pourrait débattre là-dessus sur le COVID, mais là, on est en train de se rendre compte, après un an, que la réaction par rapport à ça est complètement disproportionnée. Là. Écoute, on se rend compte que oui, il y a une certaine menace, mais le fait de fermer la société, il y a un impact sur le monde et tu ne peux pas juste imprimer à jamais là, de l'argent. Donc, je te dirais que c'est la première fois dans l'histoire aussi que le questionnement sur le rôle des banques centrales, comme un peu ce que tu viens de faire, ou la question pourquoi payer des taxes si on peut juste imprimer de l'argent, c'est la première fois que c'est vraiment dans la population en général, cette question-là. Avant, c'était quelque chose de, tu sais, les libertariens, les Goldbugs, ceux qui se préparent pour l'apocalypse, une certaine frange de l'industrie financière critiquait activement ou questionnait les banques centrales. Maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus mainstream. Là, c'est quelque chose que les gens ont peur que l'argent se dévalue. Là, c'est quelque chose qui est... Je pense qu'on a traversé là, un stade où les banques centrales ont réellement intérêt à se questionner sur on est-tu en train de perdre de la crédibilité? Mm-hmm. Et par définition, la monnaie, ça doit être quelque chose qui est dur à créer. Et c'est pour ça que l'or, c'est fascinant, l'histoire de l'or également. Là, c'est comme ça que ça a gardé sa valeur. En fait, c'est extrêmement difficile à miner, c'est difficile à reproduire, c'est facile à couler, c'est facile à, d'une certaine manière, à transiger. Tu peux facilement prouver que c'est pas de la fausse or, d'une certaine manière. Donc, ça a émergé. Ce qu'il faut réaliser aussi, ça a émergé spontanément. C'est pas un gouvernement du jour au lendemain qui a dit, ou une tribu qui a dit, voici, ceci est de la monnaie. Non, l'être humain a convergé autour de l'or comme monnaie, comme entrepôt de valeur, mais aussi comme monnaie d'échange. Autant dans les civilisations occidentales qu'orientales, par exemple dans le cas de l'Asie, où les gens, deux peuples ou deux secteurs du monde qui ne sont même pas parlés là, avant d'arriver à ce consensus-là. Donc, pour comprendre, je te dirais réellement Bitcoin, pourquoi Bitcoin a de la valeur, il faut faire un petit voyage dans le temps et comprendre réellement comment l'argent naît et comment l'argent conserve et perd sa valeur. OK. Puis juste rapidement, là, peut-être une petite parenthèse. Tu disais qu'on utilisait beaucoup l'or, mais pourquoi à un moment donné, on a décidé de ne plus utiliser l'or si l'or était si bon? Oui, il y a eu une période dans l'histoire assez intéressante, là, je te dirais, tournant du 20e siècle, c'est-à-dire fin du 19e siècle, aller jusqu'à la Première Guerre mondiale, où le système monétaire mondial, dans chacun des pays en général, était réellement ce qu'on appelle le standard or. C'est-à-dire que la monnaie était activement adossée sur l'or. Vous pouviez, aux États-Unis, là, vous présenter dans une banque avec un dollar américain ou un 20 $ américain et échanger un once d'or, votre 20 $ américain contre, je pense initialement c'était 35 $ américains contre une once d'or à la Réserve fédérale. Donc, le nombre de billets de banque qui étaient en circulation était adossé à une certaine quantité d'or qui était dans les voûtes de la Réserve fédérale. Mm-hmm. Et ça, ben en fait, je te dirais que c'est l'idée fondamentale derrière ça, c'est l'idée qu'il y a une valeur réellement, là, il y a vraiment une valeur intrinsèque à ta monnaie, mais il y a une confiance qui est donnée au fait que la Réserve fédérale elle a dans ses coffres une certaine quantité d'or pour adosser cette valeur-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quand même, à partir il y a eu différentes crises, mais tu sais, c'est vraiment les grandes guerres qui ont changé ça, où les gouvernements ont dû procéder à des grosses expansions monétaires, c'est-à-dire dépenser, imprimer de l'argent. Et là, il y avait une limite. Il y avait réellement une limite au fait qu'on ne pouvait pas miner de l'or du jour au lendemain. Donc, le standard or, pour les non-initiés, ça permettait de limiter la dépense des États, des gouvernements, la capacité des États de s'endetter.
Et d'une certaine manière, ben, c'est ça qui a permis les grandes guerres. C'est ça qui a permis aussi beaucoup de programmes. En fait, la taille de l'État qu'on voit aujourd'hui est entièrement là, possible grâce au fait que la monnaie est fiduciaire, qui n'est pas adossée à aucune valeur, qu'on peut imprimer. Ce qu'on a vécu dans la dernière année, là, plusieurs trillions de dollars qui ont été imprimés, ben, ça ne serait pas possible dans un monde où la monnaie est solide et en quelque sorte difficile à créer. Et ça, c'est tout un débat qui dépasse Bitcoin, là. Il y a beaucoup de gens qui prônent depuis longtemps un retour au standard or. Et c'est fascinant parce que dans le fond, l'or, si tu regardes on a à peu près 150 ans de données, nonobstant la valeur de l'or et nonobstant la quantité de monnaie, l'argent qui est investi pour miner l'or, ça n'a jamais vraiment dépassé 2% par année de nouvel or qui rentre dans le réseau. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu vraiment plus que 2% d'inflation supérieure à 2% d'or. Nonobstant comment tu mets d'argent pour miner, ça va rarement dépasser 2% à cause de la mécanique là, de prix, mais aussi que plus tu mines d'or, plus c'est cher d'aller miner de l'or additionnel. Donc, il y a une certaine équilibre qui fait en sorte que l'or a été une bonne ressource pour adosser la monnaie. Donc, c'est un backstop qui permettait au gouvernement de ne pas partir en peur et de faire d'imprimer de l'argent à volonté, ce qu'ils font actuellement. Là. Fait qu'en gros, c'est qu'il y a eu des guerres, puis les guerres coûtaient trop cher. Ils ne pouvaient pas payer le monde. Ils ont décidé de laisser l'or puis d'imprimer de l'argent à la place. Exactement. Puis en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, on est tombé à un système un peu hybride là, où le dollar américain est devenu la devise internationale et le dollar américain était en partie échangeable contre de l'or. Sauf qu'à partir des années 70, il commence à avoir une montée de l'inflation. Et il y a beaucoup de gens qui utilisaient cette particularité-là pour échanger les dollars américains en or directement sur la scène internationale. Et c'est devenu un problème là, pour les États-Unis. C'est un problème qui est plus complexe, mais en résumé, c'est un peu ça. Fait qu'ils ont pris le pari, si tu veux, de complètement suspendre la convertibilité du dollar en or et que ça soit justement là, complètement bâti sur la confiance de l'État américain pour maintenir sa monnaie. Puis en quelque sorte, c'est un pari qu'ils ont gagné, là, parce qu'à partir de là, le dollar américain, la suprématie est totale. Là. Puis c'est en quelle année, justement, parce que ça, pas tout le monde le sait, là, mais c'est en quelle année que tu n'avais plus le droit d'avoir d'or chez vous? Ouais, ça c'est encore plus grave. Là. C'est en 1933, l'or a été saisi, en fait, littéralement. Ouais. L'or a été saisi aux États-Unis par décret présidentiel. Vous vous souvenez, Trump faisait ce qu'on appelle des décrets présidentiels. Là, il annonçait aujourd'hui X, Y, Z. C'est ça que Roosevelt a fait en 1933. Toute quantité d'or supérieure à je ne me souviens pas quelle quantité, vous deviez la remettre à la Réserve fédérale et on vous donnait un certificat équivalent à l'époque de, je pense, 35 $ américains par once. Qui était fortement sous la valeur du marché à l'époque. Et ça, c'est profondément... il y a une grosse injustice par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup, par exemple, d'immigrants qui étaient arrivés avec une certaine quantité d'or sur eux, qui étaient comme tous leurs actifs, se sont fait saisir. Il y a eu, la seule exception, c'était pour ceux qui faisaient des bijoux, des choses comme ça, mais la possession d'or est devenue illégale aux États-Unis. Tu devais rendre ta possession d'or en échange d'un certificat. Donc... ça, c'était en 1933. Puis la suspension du dollar, la suspension de la convertibilité du dollar en or, c'est en 1971. Oh, wow. Ça, moi, je ne le savais même pas, ça. Je pense il y a un an, tu sais. Puis quand j'ai su ça, parce que, tu sais, il y avait beaucoup d'arguments sur le Bitcoin qui disaient, tu sais, c'est beaucoup plus difficile pour des gouvernements de saisir le Bitcoin. Ouais. Puis là, tu te dis, oui, mais là, ici, ça ne va pas se passer, mais c'est déjà arrivé. Tu sais, c'est déjà arrivé dans le passé, puis ça va probablement pas réarriver, mais dans certains pays où c'est plus rock'n'roll, c'est important que justement le gouvernement puisse pas prendre tout ce que tu as bâti dans ta vie. Ben, c'est ça, en fait, là, on rentre dans un débat peut-être un petit peu plus politique, mais effectivement, dans le fond, la particularité de Bitcoin par rapport à l'or, notamment, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à entreposer et à transporter que de l'or. L'or, si tu veux amener, si tu veux regarder un sujet intéressant, la banque allemande, l'Allemagne, la Réserve fédérale d'Allemagne a voulu, il y a quelques années, rapatrier son or qui était à la Réserve fédérale américaine. On parle de, je pense, quelques milliards de dollars en or et ça a pris, je ne sais pas combien d'années
pour rapatrier ça là, avec des navires de guerre et des... écoute, tu traverses de l'or, là, des tonnes d'or. Donc, ça a été extrêmement compliqué. Puis au début, la Réserve fédérale ne voulait pas tellement leur dire comment il leur en restait. Fait que là, t'es comme, aïe, aïe, c'est quand même assez spécial. Donc, la particularité de Bitcoin, c'est réellement la transportabilité et la facilité d'entreposer. Donc, tantôt, j'expliquais un petit peu c'est quoi Bitcoin. C'est un logiciel. Donc, la clé privée qui identifie qui te permet de transiger tes bitcoins, techniquement, c'est du code. C'est pas lisible à l'œil nu, mais il y a une façon d'exporter cette clé privée-là pour la sauvegarder facilement. Et c'est une série de 16 mots, notamment. 12 ou 16 mots. Et ces mots-là, tu peux les noter sur une feuille de papier. Si tu perds ton ordinateur ou ton téléphone, tu rentres ces mots-là dans un nouveau portefeuille Bitcoin sur un nouvel ordinateur, tu vas avoir accès à tes Bitcoins sur le réseau Bitcoin. Donc, un exemple que je donnais souvent dans les conférences que je faisais, c'est qu'imaginez quelqu'un qui est dans un pays comme le Myanmar actuellement, là, il y a un coup d'État, il y a des gens qui sont probablement activement recherchés par le régime pour être carrément assassinés ou emprisonnés. Donc, techniquement, si tu as une certaine quantité de monnaie, une certaine partie de ta valeur en Bitcoin, soit tu pourrais te sauver avec cette feuille de papier-là qui représente ta clé privée, la cacher d'une certaine manière, ou tu pourrais carrément mémoriser les mots dans ta tête. Et tu pourrais, pour la première fois dans l'histoire humaine, te promener avec la valeur sur toi, dans ta tête, et te rendre dans un pays qui est plus sécuritaire, reconstituer ton portefeuille, vendre une certaine quantité de tes bitcoins pour t'installer. Donc ça, là, ça règle un problème fondamental dans l'histoire humaine qui est de conserver sa valeur de façon souveraine sans possibilité de se faire saisir. Donc ça, c'est jamais arrivé que tu peux sauvegarder. C'est jamais arrivé. C'est la première fois dans l'histoire humaine où tu peux activement conserver de la valeur. Et c'était un peu ça à l'époque. Si tu regardes pourquoi certaines tribus ou certains peuples tu regardes, il y avait des casques en or, des boucliers, des pommeaux d'épée en or, ils ne faisaient pas ça pour la beauté. C'était une façon aussi de traîner le loot là, qui ramassait un petit peu partout. Ouais. C'était leur compte de banque. En fait, c'était ça. Là. Donc, c'était leur armure, le bon vieux temps. Exact, c'est ça. Donc, ça, c'est important de comprendre que ça pourrait techniquement être saisi dans le sens que si tu es torturé, là, tu vas ultimement donner ta clé privée. Là. Donc, ça, c'est un aspect qui est aussi important de comprendre que actuellement, ça commence à être un problème. Là. Parler de Bitcoin, mais parlez jamais de vos Bitcoins, parce qu'actuellement, juste un Bitcoin, ça peut être suffisant pour avoir une attaque quelconque. Là, ce qu'on appelle l'attaque à 5 $, là, ça veut dire que tu peux te faire attaquer avec un pipe range, puis ça va être suffisant pour te dérober tes Bitcoins. Donc ça, il y a une façon de se prémunir contre ça, d'être discret puis pas en parler. Mais sinon, aussi, par exemple, tu peux utiliser, par exemple, une multisignature, comme c'est le cas. Par exemple, moi, je peux pas vous donner mes Bitcoins comme ça. Il y a besoin d'avoir plusieurs signatures. Donc, c'est une certaine façon de le conserver. Mais c'est un bon point. La saisibilité de Bitcoin, ça va être beaucoup plus compliqué pour les États de le faire, non seulement pour les individus, mais aussi pour les organisations. Puis là, ce qui est en train de se passer, c'est en train de devenir, tu sais, le système bancaire, le système financier s'y intéresse, puis lance des fonds en Bitcoin. Fait que, tu sais, il y a une industrie qui est en train de se développer autour de ça. Puis cette industrie-là va se défendre là, devant les tribunaux. Elle ne va pas se laisser saisir comme ça. Là. Donc, on est en train c'est un peu le cheval de Troie qui est en train de rentrer dans le système financier là, par la grande porte. Le cheval de Troie rentre, puis là, les soldats vont sortir tantôt. Là. Puis justement, ça ne pourrait pas complètement détruire l'économie, les impôts, disons. Il va-tu falloir repenser à ça à un certain moment ou c'est quoi, on va faire des taxes sur quand on achète des biens? Comment ça fonctionne? Parce que là, veut pas, ici, surtout au Canada, la grande mode, c'est justement donner la moitié de ce que tu gagnes par année. Fait que comment ça va fonctionner avec le Bitcoin? Il va-tu falloir qu'il change de discours? La réponse est oui. En fait, c'est ça l'objectif. C'était ça l'objectif de Bitcoin. Puis il y a un meme dans Bitcoin qui s'appelle Bitcoin Fix This. Là. Bitcoin règle ça. C'est réellement vrai parce que quand tu regardes, la plupart des problèmes qu'on vit d'un point de vue humain et politique actuellement prennent naissance dans le fait que des gouvernements peuvent imprimer à perpétuité de l'argent. Donc, c'est les guerres, actuellement, tout ce qui se passe avec les restrictions, c'est le fait que les gouvernements peuvent maintenir une certaine partie de la population sur quasiment une certaine allocation perpétuelle d'argent qui est imprimée. Donc, beaucoup des problèmes actuels d'endettement est dû au fait que l'argent peut être imprimé de façon quasiment infinie. Donc, à partir du moment où tu tombes dans un univers où l'argent est solide et ne peut pas être imprimé à volonté,
les gens vont faire beaucoup plus attention à leurs dépenses. C'est là où je partage peut-être un point de vue avec mon ami Pierre-Yves McSween. Tu te poses la question réellement, est-ce que en as-tu vraiment besoin? Puis dans le cas de Bitcoin, c'est vraiment particulièrement la technologie peut-être la plus appropriée pour son livre parce que tu regardes les dépenses que les gens ont faites en Bitcoin il y a 5 ans. Moi, je connais quelqu'un qui a acheté un arbalète sur Internet avec 500 Bitcoins. Aujourd'hui, il y a encore des bitcoins, mais il pense à sa boîte d'arbalète dans son garde-robe. Puis des fois, on en rit là, maintenant, mais tu sais, c'est pas drôle. D'ailleurs, comme les 10 000, la première transaction bitcoin connue pour acheter une pizza dans un LAN party pour 10 000 bitcoins. Tu sais, c'est quoi? C'est plusieurs centaines de millions aujourd'hui, voire presque 1 milliard. Là. Donc, ça t'amène dans un monde où, oui, l'argent est déflationniste, l'argent prend de la valeur. Ça discrédite une très grande partie de l'industrie financière parce qu'actuellement, comme tu as dit, oui, on se fait voler 50% de notre salaire pour payer les impôts, mais aussi l'autre partie qu'on doit activement investir pour ne pas perdre la valeur. Et ça, c'est profondément injuste pour les plus pauvres. Les plus pauvres là, qui quittent sur le bord de la rue, là, par exemple à Montréal, dans les 10 dernières années, là, si on fait ça dans les 10 dernières années, ils pouvaient s'en tirer avec, mettons, tu recevais un 2 piastres ou une piastre. Maintenant, il faudrait que tu leur donnes quasiment 5 piastres ou 10 piastres. Là, parce que genre, un pain, c'est rendu presque 5 piastres. Je suis un grand fan de café. Là, techniquement, j'ai vu le latte passer de 3 piastres à 6 piastres là, dans l'espace de 6-7 ans. Fait que l'inflation, c'est ça en réalité. Là. C'est la quantité de monnaie qui augmente dans le système. Puis ça coûte toujours de plus en plus cher pour acheter des biens et des services. Puis ça, c'est particulièrement évident dans les actifs financiers. Regarde je ne sais pas à quel endroit tu te demeures à Montréal, mais regarde le prix des maisons. C'est complètement débile. Là, maintenant, un bungalow sur la Rive-Sud, là, ça peut aller dans les 700 000 $, presque 1 million, alors que nos parents, à l'époque, achetaient ces maisons-là pour 1/3 de leur salaire annuel. Là. Donc, la classe moyenne, aujourd'hui, n'a plus accès à ce que nos parents pouvaient acheter. Là. Donc, la venue de Bitcoin, si on était sur un standard or, ça serait un peu la même chose, là. C'est que ça permet d'avoir une vision beaucoup plus long terme sur l'économie que juste le cycle là, de bulles et d'éclatement qu'il y a avec l'économie actuelle. C'est ça, tu as des incitatifs à garder ton argent, justement, que présentement, c'était inexistant. Puis tu sais, c'est intéressant qu'est-ce que tu disais aussi avec les appartements, les maisons qui sont à vendre. Il y a beaucoup de monde qui me disent « Oui, mais l'inflation n'est pas si pire si tu regardes la bouffe, si tu regardes la technologie. » Je suis comme « Non, mais regarde les maisons, regarde les actifs que tu peux avoir. C'est complètement débile. » Puis ça encourage un genre de personnes dans la vie, puis c'est pas ceux qui font 100 000 $ et moins, tu sais. Non, absolument pas. Ben, tu le vois aussi, c'est ça. C'est dans le fond, c'est un peu une pseudo-science, l'économie. Ce que les économistes prônent, ils essaient de faire un portrait global d'économie. C'est une espèce de comité de sages qui va définir, le taux d'intérêt va être, ils vont lire des feuilles de thé presque. Donc, c'est un peu, c'est quasiment de la sorcellerie, là. Alors qu'ils vont dire, oh non, le taux d'inflation qui est mesuré par l'indice du prix à la consommation, le CPI aux États-Unis, c'est genre même pas 2%. Alors qu'en réalité, dans la dernière année, quelque chose qui a vraiment été impressionnant, je ne sais pas si tu as des chums dans la construction, le prix du madrier a augmenté de plus de 100%. Là. Le prix du bois. Wow. Parce que les gens, en fait, ce qui est particulier avec la crise qu'on vit actuellement, c'est que, contrairement, mettons, à la Grande Dépression de 1929 ou de 2008, les gens c'est une crise les gens ont été empêchés de travailler, mais les gens ont plus d'argent dans leur poche. Fait que les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont investi genre dans des rénovations chez eux, ils ont bâti des patios. Fait que tout le monde s'est garoché dans le bois. Donc, il y a une pénurie de bois activement. Donc, le bois a fait plus de 100% dans la dernière année. Le pétrole a fait presque 100% également. Donc, il en coûte plus cher pour construire des maisons, des bâtisses, construire des produits, des services, se déplacer. Les maisons, comme tu dis, il y a une croissance qui est incroyable. Donc, il y a réellement une inflation des actifs financiers qui n'est pas mesurable en utilisant les instruments de mesure qu'ils utilisent. Mais en réalité, tu as réellement une croissance du prix pour vivre. Et ça, c'est directement lié au fait que plus d'argent dans le système. Là, c'est directement lié. Là. OK, ben écoute, on va passer au... on parlait juste des criminels. Là. En gros, il y a... oui, les criminels l'utilisent, mais il y a un contrepartie aussi qui est le bien. Prochaine chose que je voulais parler, c'est justement, on parlait que c'était déflationnaire. Donc, tous ceux qui sont entrés très, très tôt
dans le Bitcoin, veut pas, ils ont probablement acheté plusieurs Bitcoins. Donc, ça crée des inégalités. Un petit peu qu'est-ce qu'on entend parler présentement avec le 1% qui ont, je ne sais pas ce qu'ils disent, le 99% de la monnaie dans le monde, là, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire attention? Est-ce que c'est vrai que, disons, il y a 1% des personnes qui ont du Bitcoin qui ont la grande majorité du Bitcoin, là? Ouais, c'était pas bien clair ce que je viens de dire, mais... Ouais, je comprends un petit peu où tu veux en venir. Dans le fond, c'est souvent amené aussi dans les médias ou les économistes quand ils débattent sur est-ce que Bitcoin est bon ou mauvais. Ouais, mais c'est justement une petite partie qui contrôle Bitcoin. Puis les gens, comme exemple moi qui en parle, c'est juste pour pomper leur bague. Là, tu sais. Mais quand tu regardes ça, ben, oui, il y a des gens qui ont accumulé des Bitcoins à un prix qui est beaucoup plus bas, mais la différence avec, mettons, différents autres actifs financiers, c'est que Bitcoin a été librement accessible dès le début. C'est-à-dire que, ben, pas nécessairement au début parce que c'était pas connu, mais en tout temps, tu pouvais acquérir des Bitcoins en très grande quantité, alors que moi, j'ai pas hérité de plusieurs buildings là, à Westmount. Donc, tu as des choses activement dans la société où il y a réellement des gens qui sont favorisés par un système. Il y a des gens aussi qui ont pu investir dans la première ronde de financement de Google ou de Microsoft, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas un processus qui est totalement ouvert. Ce n'est pas un appel dans les journaux où on dit « Hey, on a cette start-up-là, voulez-vous investir 1000$ dans Google? » C'est un cercle restreint de gens qui ont accès à des opportunités. Dans le cas de Bitcoin, tout le monde y avait accès. C'était quelque chose qui était entièrement démocratique. Fait que ça, c'est une façon un peu de désamorcer cet argument-là. L'autre argument, c'est que ça ne change pas grand-chose au final, parce que dans le fond, à partir de... Ça revient un petit peu à ce qu'on disait initialement. Je pense que c'est encore très tôt, nonobstant la valeur de Bitcoin, parce que c'est tellement divisible que tu peux investir ne serait-ce qu'une petite partie de ton portefeuille. Tu sais, je pense que les gens, mettons, qui ont moins de 45 ans, qui ont un petit peu un appétit du risque, peuvent facilement aller jusqu'à peut-être 10% de leur portfolio en Bitcoin. Pour les gens qui sont peut-être un petit peu plus conservateurs, tu peux aller genre de 1 à 5%. Et de juste garder ça, comme je disais, comme un compte d'épargne sur les stéroïdes. Donc, ça, ce qui est important, c'est pas le prix de Bitcoin, parce que les gens se sont fait prendre constamment comme ça. Et moi, je connais des gens là qui valent plusieurs millions, même certains plusieurs dizaines de millions, qui ont toujours dit « Ouais, là, je vais attendre, ça va rebaisser un peu, là, je trouve que c'est un peu cher. » Je disais « Regarde, si tu regardes pas le prix, là, tu seras jamais capable de timer le marché de Bitcoin, notamment. Puis c'est vrai aussi dans le marché général. Là, si tu t'attends d'avoir le bas du creux, tu vas toujours te tromper. Donc, c'est toujours plus facile de faire ce qu'on appelle du dollar cost averaging, donc de toujours investir un petit peu pour bâtir une position. C'est comme ça, comme les grands fonds achètent des actions des entreprises, notamment. Tu achètes un petit peu tout le temps, nonobstant le prix. Comme ça, tu réussis à te bâtir une position sans faire des grosses transactions. Fait que notamment, même si c'était 3, 4, 5, 10, 15 000 $, aujourd'hui, tu as une certaine position en Bitcoin qui n'a plus vraiment d'importance rendue à 56 000 $. Tu sais, la différence sur le Bitcoin à 10 000 ou 15 000, aujourd'hui, ne fait plus vraiment de différence. Ben, il y en a une, là, mais je veux dire, dans le grand ordre des choses, c'est pas vraiment important. Donc, la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que c'est un actif qui va survivre? Moi, je pense que oui. Est-ce que c'est un actif qui va prendre de l'ampleur? Moi, je pense que oui. Donc, techniquement, la question que tu poses, c'est comment je suis prêt à investir là-dedans? Puis, après ça, tu sais, quand tu laisses ça aller, là, c'est réellement ça qui se passe. Là, les gens, comme je te dis, je comprends que des gens peut-être moins fortunés ne voulaient pas risquer une partie de leur argent là-dedans, puis c'est totalement compréhensible. Moi, je regarde les gens qui avaient les moyens, et non seulement les moyens, les capacités de dire à telle personne, achète-moi ça ou prendre position, puis maintenant qu'ils voient le Bitcoin à 56 000 $ US, il y en a qui capotent, là, qui pouvaient mettre 100 000, 200 000 là-dedans, puis juste l'oublier. Là, les gens, c'est une des plus, ça va être l'une des plus grandes opportunités. Puis je pense que c'est encore le cas parce que c'est tellement petit, c'est tellement pas compris, particulièrement par l'industrie financière, que la minute que c'est compris, que les gens comprennent, techniquement, tu avais le CEO de Kraken qui disait récemment sur Bloomberg, ça c'est vraiment la différence avec 2017, c'est que maintenant tu as des gens comme ça qui sont invités à la TV financière, il disait, tu sais, techniquement, le prix de Bitcoin, c'est infini, là, parce que dans le fond, c'est infini parce que tu peux imprimer une infinie de monnaie. Fait que techniquement, le prix en Bitcoin dénominé en dollars est quasiment infini. Tu as aussi l'aspect, je te dirais, de limitation, le fait que le nombre de Bitcoin est limité. Et là, on commence à voir activement le supply de Bitcoin, la quantité de Bitcoin est de plus en plus difficile à obtenir, c'est-à-dire que les mineurs Bitcoin vendent moins de Bitcoin parce que maintenant, il y en a qui sont en bourse, donc ils ne veulent plus vendre leur Bitcoin parce que ça s'apprécie sur leur balance sheet, sur leur actif, sur leur bilan.
Il y a moins de gens. Il y a beaucoup de Bitcoin qui sont retirés des échanges. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la tendance derrière ça, c'est que les gens sont de plus en plus en train d'entreposer leur Bitcoin sur une expectative que ça va prendre la valeur dans le temps. Puis c'est mieux juste de le garder. Ça a toujours été la meilleure stratégie, c'est juste de garder tes Bitcoins. C'est ça, en tout cas, présentement, la seule façon d'avoir perdu de l'argent en mettant du cash dans les Bitcoin, c'est d'avoir acheté en 2017, d'avoir vendu quand ça a crashé, puis d'être PTSD, là, tu sais. Fait que... Écoute, c'est exactement, c'est Bitcoin sur 10 ans a un rendement de 200% par année. Il n'y a aucun actif comparable dans l'histoire financière moderne, là. À part si tu as rentré comme un investisseur initial dans Amazon, puis même là, c'est même pas comparable. C'est des millions de pourcents. Maintenant, la question, c'est tu sais, les gens disent si j'avais pu le savoir en 2011. Ben, si tu l'avais su en 2011, tu aurais probablement vendu en 2013, puis tu n'aurais pas tous les bitcoins que tu penses que tu aurais présentement. C'est le cas avec, tu sais, on fait affaire avec les actions, là, honnêtement. Là. Si tu savais le genre de titre que j'ai eu, moi j'étais dans l'IPO de Spotify à 20$, puis je ne t'ai pas vendu à 1200$. Donc, ça, c'est une question aussi à prendre en considération. Conserver ces bitcoins à travers le temps, c'est quelque chose qui a été quelque chose qui était assez difficile, particulièrement, il y a eu des longues périodes où tout le monde disait que ça allait s'effondrer. Mais là, je pense que ça a rendu un point où c'est rendu, ça a une existence en soi. Oui, puis ça, on va parler peut-être un petit peu des crashs, parce que je veux pas, c'est un des côtés que le monde trouve très négatif. Puis ça se connecte un petit peu avec les personnes, disons, qui ont été là vraiment dès le début, qu'on appelle les whales. Tu penses-tu que les whales, ils peuvent quand même contrôler le prix du Bitcoin en dompant, impompant? Oui et non. À peu près tous les marchés sont manipulés dans une certaine mesure. Là. Puis ça, quand cette critique-là vient de gens du système financier, ça me fait toujours rire parce que c'est la plupart des grandes banques, encore une fois, sont faites prendre à tenter. Là, actuellement, il y a plusieurs procès, plusieurs poursuites sur la manipulation des métaux précieux, notamment par des grands groupes bancaires. Des insider trading, tu veux dire, ils ont tous fait partie d'un scandale à gauche ou à droite là, sur de la manipulation active de marché. Ben Wall Street Bet, c'est un petit peu ça qui se passe dans le sens que ils ont quand même bloqué. Ça, c'est un scandale en soi. Alors que quand tu regardes dans le fond Wall Street Bets, les investisseurs qui se sont mis ensemble pour better sur le fait qu'il y avait beaucoup trop de shorts sur notamment GameStop. Il y avait raison, en fait. Il y avait raison que ces gens-là ont fait un pari et ont été prouvés les événements ont prouvé qu'ils avaient raison. Puis la seule réaction qu'on a vue, c'est là que sous prétexte de protection des investisseurs, on va limiter l'accès à ces plateformes-là à monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'est profondément dégueulasse. Là. Alors que pourquoi? Pour renflouer des hedge funds qui étaient overexposed sur ces positions-là. Ça l'expose encore une fois un côté tellement pernicieux du système financier. Fait que quand j'entends cette critique-là, je te dirais de la manipulation, peut-être dans une certaine partie de l'époque, dans l'histoire Bitcoin, ça a peut-être été plus marqué à un certain moment, mais là, c'est rendu assez gros que ça dépasse le $1 trillion, donc ça commence à être beaucoup plus difficile. Puis les gens, en fait, c'est risqué. Si tu veux, tu peux tenter de manipuler le prix de Bitcoin en dompant demain matin, mettons 20-30 millions, mais là, le problème, là, c'est que le monde commence à vouloir en racheter des bitcoins. Puis je te dirais que le order book, c'est-à-dire le order book de tous ceux qui veulent acheter des bitcoins, ils ont des prix mentaux, ils ont des limites mentales d'installer à, mettons, je sais pas, 45 000 canadiens, US, 40, 35. Fait que techniquement, ça va se faire racheter. Là. Fait que c'est quelque chose qui est très risqué actuellement si tu veux tenter de manipuler le prix de bitcoin. Tu peux dire, ouais, c'est facile, je vais le domper, je vais racheter plus bas, mais si tu vends pour 30 millions de dollars de Bitcoin, puis ça repompe après ça à 65 000, c'est là que le FOMO embarque. Puis en fait, ça fait l'effet inverse souvent. Là. OK. Écoute, on va aller à l'autre chose que beaucoup de monde disent, mais on a un petit peu répondu à ça tantôt, là. Mais peut-être juste créer un lien. Le Bitcoin est backé par rien. Donc, il n'y a rien en arrière de ça. À première vue, c'est vrai, mais quand tu explores un petit peu, c'est pas vrai. Bitcoin n'est pas backé par rien. Bitcoin est backé par un puissant mécanisme j'expliquais un petit peu tantôt le principe du minage. Il y a un puissant mécanisme de validation et de sécurité qui assure que c'est impossible de faire une double transaction Bitcoin. Donc, je peux pas envoyer des Bitcoins à Gangster, puis après ça, les envoyer à MVP, puis faire 2 dépenses des mêmes Bitcoins. Ça, c'est pas possible. Donc, ça, il y a une valeur derrière ça. Il y a aussi une valeur dans le fait que Bitcoin
est la seule crypto-monnaie qui a un lancement qui est honnête, c'est-à-dire que le Bitcoin a été lancé de façon totalement désintéressée dans le monde. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec une idée sur un papier qui a été développé par la suite, qui a été, après ça, il y a une construction du prix de Bitcoin qui est totalement organique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de promotion là, pour lancer Bitcoin comme une action ou comme les autres crypto-monnaies avec des lancements initiaux. Bitcoin a été lancé, a été développé. Initialement, c'était miné par genre 2 dudes avec des ordinateurs. Là. Donc, le lancement est totalement organique et qui est peut-être plus proche d'une expérience scientifique que d'un lancement d'un actif en quelconque. Ça a une valeur. Il y a aussi l'effet de réseau derrière Bitcoin a une valeur énorme. Donc, la marque derrière, la brand derrière Bitcoin, tu ne peux pas le remplacer d'une certaine manière, comme l'or. L'or, il y a des particularités qui font en sorte que c'est unique. Mais il y a un aspect mythique derrière l'or également. Donc, ça a une valeur. Mais il est vrai que tu ne peux pas accorder une valeur au Bitcoin par un comment je te dirais, un examen, une analyse purement comptable. Donc, c'est souvent ça la critique. Ouais, mais on ne peut pas... des amis comme Pierre McSween, il n'y a pas de cash flow dans Bitcoin, il n'y a pas de balance sheet, on ne peut pas analyser comment ça vaut réellement. Mais tu sais, justement, c'est pour comprendre un peu pourquoi ça a de la valeur, il faut que tu regardes un petit peu dans les théories économiques, les écoles de pensée qui sont peut-être pas totalement mainstream, comme notamment, tu regardes peut-être plus l'école autrichienne économique, et les enseignements de cette école-là, c'est précisément que la valeur, elle est subjective. Pourquoi les gens dépensent des dizaines de millions de dollars pour acheter une toile qui a l'air d'être peinte par un enfant de 5 ans? Ben ça, moi, ça ne m'intéresse pas, mais il y a des gens qui accordent une valeur à ça. Donc, la valeur des choses est subjective. Et pourquoi tu regarderais, il y en a qui trouvent ça probablement stupide que des gens s'entretuent ou presque dans l'octogone. Ben, il y a une valeur derrière ça. Il y a des gens qui ont un intérêt. Comme stupide, là, mais... mais c'est ça, c'est que les goûts et les intérêts sont totalement subjectifs et le marché démontre que Bitcoin a une valeur et qu'il a maintenu sa valeur dans le temps. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque, puis c'est pas un problème, c'est pas grave ça, parce que le marché accorde une valeur au Bitcoin et il y a des particularités qui font en sorte que la valeur de Bitcoin est renforcée par ces particularités-là qui sont uniques. Donc, tu peux rejeter ça du revers de la main avec ces arguments-là, mais ça, c'est un petit peu difficile à comprendre. Tu ne peux pas répondre à ça en 5 minutes. Ça prend une certaine quantité de recherche pour totalement apprécier cet aspect-là. Mm-hmm. Ben, tu sais, c'est aussi le même principe que l'argent papier, là, qui était backé par l'or que tu disais comme tantôt. C'est la meilleure réponse. C'est là, la monnaie est réellement backée par rien. En fait, c'est pas totalement vrai non plus parce que la monnaie est en quelque sorte adossée à la confiance que tu as dans l'État d'honorer sa promesse de paiement. C'est pour ça que tu vois des pays comme, par exemple, le Zimbabwe ou le Venezuela, où tu vois, je pense que le Venezuela vient d'introduire le billet de, sais-tu, de 10 millions de pesos ou qui vaut quelque chose comme 51 cents américains. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il faut comprendre que ils ont un certain intérêt à quand même garder, entre guillemets, la crédibilité du système. Donc, tu sais, les plus alarmistes dans Bitcoin ou même dans l'or qui vont dire que ça va s'effondrer du jour au lendemain, ça ne va pas arriver. Ça va être plus une mort par 1000 coupures avec une feuille de papier qu'une crise de cœur, là, si tu veux. Là. Fait que ça, c'est important de comprendre un peu la distinction. OK. Prochaine chose, le Bitcoin, c'est mauvais pour l'environnement. Ça va faire bouillir les océans. Ouais, ça c'est moi je pense que ça va être celui qui va être dangereux. Le plus populaire. Ouais, moi je pense que c'est celui ça commence à surtout avec la mentalité du monde là. Ouais. Là ça commence à prendre de plus en plus de place parce que le minage Bitcoin commence à être de plus en plus gros. Et il y a une raison derrière ça, c'est que ça c'est une des particularités les plus intéressantes derrière le Bitcoin qui fait en sorte que vraiment ça fonctionne, c'est que pour faire en sorte que l'émission des bitcoins est prévisible dans le temps, le minage, il est de plus en plus, ça pourrait être dans l'autre sens aussi, mais en général, il est de plus en plus difficile de miner. Au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux mineurs qui s'ajoutent dans le réseau, c'est plus dur de miner pour faire en sorte justement que l'émission de bitcoin ne change pas. Ça veut dire que si le nombre de mineurs d'un matin double dans bitcoin, on peut pas, tu sais, l'émission des nouveaux bitcoins ne va pas doubler. Là. Ça va relativement rester stable dans le temps. Parce qu'à peu près à tous les 2 semaines, il y a une adaptation, il y a un ajustement de la difficulté de minage. Puis ça, c'est quelque chose qui arrive notamment dans le domaine de l'or, le minage de l'or de manière un peu automatique. C'est-à-dire que si tout le monde mine de l'or, il y a plus d'or sur le marché, il y a plus d'or disponible, éventuellement le prix va baisser, le prix baisse, il y a des mineurs qui sont plus profitables, ils arrêtent de miner, moins de supply. Donc, c'est un peu l'offre et la demande entrent en ligne de compte là-dedans, mais dans le cas de Bitcoin, ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est le fait d'avoir automatisé et décentralisé ce processus-là. Donc, plus qu'il y a de mineurs qui minent, plus que c'est difficile de miner,
plus c'est difficile de miner, plus ça te prend un équipement qui est profitable, plus ça te prend d'énergie qui est pas chère pour être profitable pour continuer de miner. Donc, il y a un peu une course là, à chercher l'énergie, oui, mais particulièrement chercher de l'énergie qui est bon marché et, dans certains cas, qui est même gaspillée. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un que je connais, il est sur Twitter, Steven Barber, qui a lancé une entreprise qui s'appelle Upstream Data. Eux, ce qu'ils font, c'est que dans les exploitations de pétrole et gaz, particulièrement le gaz, quand ils font l'extraction ou le raffinage, mais particulièrement l'extraction, il y a une certaine partie du gaz qui ne sont pas capables d'emmagasiner dans les tanks ou whatever. Ils sont obligés de faire ce qu'on appelle le flaring. C'est pour ça que tu vois des flammes au-dessus des puits de pétrole. Ils sont obligés de brûler ce gaz excédentaire-là. Fait que lui, c'est un ingénieur pétrolier. Le gars, il dit on pourrait utiliser ce gaz-là pour faire une combustion, c'est-à-dire le brûler, mais au lieu de le brûler dans l'atmosphère, ce qui est en passant l'activité la plus polluante, c'est de brûler activement du gaz, on pourrait la mettre dans un moteur comme carburant et miner des bitcoins avec ce carburant-là, avec une génératrice, au lieu de dépenser, de le perdre et de polluer avec l'émission carbonique de la combustion. Fait que c'est activement ce qu'ils font, c'est que des compagnies pétrolières maintenant, au lieu de perdre cette énergie-là, elle va être convertie en énergie et cette énergie-là, elle est convertie en argent à travers le minage de Bitcoin. Donc, techniquement, c'est deux écoles de pensée. Est-ce que tu penses que l'énergie, c'est quelque chose qui est extrêmement limité dans le monde? Moi, je pense que non. Je pense que l'énergie est extrêmement abondante. C'est juste à trouver. Et il y a aussi certainement un gaspillage énorme d'énergie, particulièrement par le fait que souvent, il y a des systèmes un peu inefficients pour la produire et l'entreposer. C'est le cas notamment avec le solaire puis l'éolien. C'est quelque chose qui n'est pas tellement efficace on l'a vu récemment là, au Texas ou dans des périodes de grande demande puis où du froid puis une absence de vent ne sont pas capables de suffire à la demande notamment. Mais pour comprendre totalement ce phénomène-là, il faut que tu tombes dans le rabbit hole de comprendre c'est quoi l'énergie, puis que c'est pas quelque chose de parfait dans le monde. C'est pas comme tu peux pas emmagasiner toute l'énergie du monde dans une batterie. L'énergie doit être consommée souvent sur le champ. Puis c'est le cas notamment au Québec. Puis ce qui s'est passé là, au Québec avec le minage Bitcoin, c'est un scandale en tout point. Là. Si vous êtes un Québécois, là, vous devriez être outré par ça parce qu'on a passé à côté littéralement d'un Eldorado. Non seulement pour certaines industries, mais pour l'État québécois qui aurait pu s'enrichir avec ça de manière incroyable, parce que au Québec, on utilise l'hydroélectricité pour produire l'énergie. Puis la dynamique avec la production hydroélectrique, c'est qu'il y a des barrages. Quand il pleut, les barrages se remplissent. Tu as des clients qui consomment l'énergie. Fait que dans le fond, l'eau passe à travers une turbine qui est turbinée, ça crée l'énergie. L'affaire, c'est que si tu n'as pas assez de clients à l'autre bout pour consommer l'énergie que tu produis, le barrage, le réservoir à sa capacité n'est pas limitée. Fait qu'il faut que tu laisses aller de l'eau passer à travers le barrage sans la turbiner. Fait que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu gaspilles une capacité de production. Puis au Québec, ça, là, depuis plusieurs années, c'est à peu près 1 milliard de dollars par année qui sont gaspillés en eau qui est passée dans les barrages sans être turbinée. Fait qu'avec le temps, il y a des mineurs Bitcoin qui sont installés au Québec parce que l'énergie est pas chère, entre autres. C'est pour ça d'ailleurs que l'aluminium s'est installé ici. L'aluminium, en passant, c'est très similaire au minage Bitcoin. C'est très, très intensif en consommation d'énergie. Puis ça sert justement, c'est pour ça que c'est installé souvent dans des endroits qui ont beaucoup d'énergie, mais qui ne peuvent pas exporter, comme l'Islande notamment. Donc, des mineurs Bitcoin ont commencé à s'installer au Québec. Puis à un moment donné, ils ont vu la capacité du réseau, puis ils ont dit, hey, by the way, nous autres, on veut bâtir un projet de 500 millions à Bécomo, là, genre direct à côté du barrage. On va acheter au prix du marché l'énergie que vous n'avez pas besoin. C'est là que c'est devenu politique parce que là, les mineurs Bitcoin sont mis à investir des dizaines de millions de dollars, puis il n'y avait pas de politiciens qui étaient là pour couper des rubans. Fait que là, il y a eu disons, un aspect politique derrière ça qui a bloqué le développement. Parce qu'initialement, Hydro-Québec était en faveur de ça. Parce qu'Hydro-Québec voyait un potentiel énorme d'avoir un nouveau type de client qu'il n'y avait pas avant et qui pouvait consommer de l'énergie qui ont en abondance. Il y a même une surabondance d'énergie au Québec actuellement. C'est pour ça qu'ils tentent de l'exporter actuellement aux États-Unis avec différentes lignes. Donc, long story short, pour le cas du minage Bitcoin, il y a énormément d'énergie qui est gaspillée. Il y a énormément d'énergie qui est excédentaire. Fait que c'est un peu un faux débat. Puis quand tu regardes l'énergie qui est dépensée pour, en quelque sorte, assurer la crédibilité du dollar, qui est en partie adossée à la capacité militaire, mettons, des Américains de défendre leur propre pays ou de défendre les réserves de pétrole, notamment. Donc,
y a un coût derrière ça. C'est pas fait à coût nul. Donc, il y a une quantité d'énergie qui est utilisée. Le système bancaire traditionnel utilise le minage d'or. Écoute, tu vois, je suis dans certaines compagnies qui font de l'exploration minière, puis on a un projet minier qui va sortir, pour sortir, mettons, 3 millions d'onces d'or de la terre, on va sortir 91 millions de tonnes de terre du sol. Donc, c'est un trou de 1,5 km par 800 mètres, par 600 mètres de profond. Quelle quantité d'énergie tu penses que ça va prendre pour faire ça? Donc, tout est énergie dans l'univers. Il s'agit de voir quelle forme ça prend. C'est un aspect de Bitcoin qui est plus difficile à comprendre. Puis c'est facile d'avoir cette critique-là. Ouais, mais ça va faire bouillir les océans. Mais quand tu regardes la conséquence que ça a, c'est que ça va valoriser toute l'énergie qui est excédentaire, qui est même gaspillée. Les mineurs Bitcoin vont se garrocher partout où il y a de l'énergie qui est excédentaire, puis prêt à être consommée, si tu veux. Puis tu sais, c'est pas aussi un incitatif justement pour utiliser de l'énergie peut-être plus propre, renouvelable, si l'énergie est moins chère. En tout cas. Ben, directement, oui, puis il y a plusieurs bons papiers là-dessus. C'est que, par exemple, la plupart des énergies renouvelables sont souvent inefficientes sur leur distribution. Fait que le fait que de temps en temps, tu as trop d'énergie et tu n'as pas assez de consommateurs, comme ça peut être le cas avec le solaire ou l'éolien, ben, si tu peux utiliser cette énergie-là, notamment pour l'envoyer sur le réseau Bitcoin, la miner, pour avoir des revenus au travers, puis dans le fond, ça rend le réseau plus efficient puis plus soutenable en général. Là. Fait que, tu sais, la production d'énergie, c'est un cocktail de différentes sources, puis il n'y a pas de système parfait. Fait que Bitcoin vient comme, je te dirais, combler les lacunes comme c'est le cas avec l'hydroélectricité puis les autres sources. Là. C'est une bonne comparaison que tu fais. Puis tu sais, j'en ai ajouté une petite couche, là. Ouais. Mais pour ceux qui ne le savent pas, tu sais, miner du Bitcoin, tu n'as pas besoin de transporter l'énergie. Tu peux carrément utiliser l'énergie sur place. C'est pour ça qu'on parle justement de qu'est-ce qu'on parlait. C'est que tu peux faire la petite usine juste à côté, puis tu ne transportes pas l'énergie. Il n'y a pas de gaspillage là, tu sais. Exact. Écoute, c'est pour ça que quand c'est arrivé la crise sur le minage au Québec en 2018, tu as des gens comme, par exemple, le maire de Bécomo, Yves Montigny, qui lui capotait, là, parce qu'il y avait des dizaines de millions, voire des centaines de millions qui allaient s'installer à Bécomo. Tu sais, il y a qui va l'installer des affaires de 100 millions à Bécomo? Personne, à part peut-être des grandes mines, des affaires de même. Puis là, il n'y en aura plus là, de grandes alumineries au Québec, puis des grands projets. Là. C'est à peu près la seule chose qu'il y avait de développement dans ces régions-là. Il y a d'autres choses aussi, là, c'est pas vrai. Mais et il y a une réalité aussi dans la production d'énergie, c'est que, par exemple, si tu pars avec, je vais te faire un chiffron, 100 mégawatts à Manic 5, rendu à Montréal, là, c'est plus 100 mégawatts. Là. Il y a une perte d'énergie dans le transport d'énergie. Fait que le fait de pouvoir consommer l'énergie sur place, c'est un game changer. Puis moi, il y a un ingénieur d'Hydro-Québec qui m'avait contacté. Lui, il avait commencé à réfléchir à ça, je pense, en 2017-2016. Parce que tu as des choke points sur le réseau d'Hydro-Québec à des endroits où il se perd 5 mégawatts là, il se perd 10 mégawatts là. Puis il a dit, regarde, on devrait carrément installer des mineurs Bitcoin. Puis, tu sais, au lieu de perdre cette énergie-là, on pourrait carrément miner Bitcoin. Fait qu'imagine, là, si Hydro-Québec avait miné toute cette énergie-là qui est perdue depuis comme maintenant, ça va faire éventuellement 10 ans, c'est potentiellement des dizaines de milliards de dollars qui ont été perdus en coût d'opportunité. Puis toute l'expertise qui aurait pu être développée, on aurait pu être un leader mondial là-dedans. Puis au contraire, on a mis ça entre les mains des politiciens, puis on s'est fait avoir. Puis ces mineurs-là sont allés ailleurs, sont allés dans l'ouest du Canada, sont allés en Amérique du Sud, sont allés partout où les capitaux étaient prêts à les accueillir. Ouais, fuck. Mais il y avait aussi un autre point intéressant qui disait que, tu sais, dans un monde déflationniste, il y a moins de consommation, fait que veut pas, t'aides l'environnement, tu sais. Tandis que d'ici il y a de l'inflation, les compagnies veulent toujours faire grossir leur compagnie, ils veulent battre l'inflation, fait qu'il faut que tu produises. En déflationniste, c'est pas le cas, là, tu sais. Effectivement, c'est encore une fois, Bitcoin fixes this. C'est dans un monde où les gens portent plus attention à ce qu'ils achètent. Tu as un intérêt pour les manufacturiers de faire des produits qui sont plus durables. On se souvient tout le temps, nos grands-mères disaient « Ah, juste moulin à coude là, depuis 25, 30 ans, il n'est pas brisé. » Alors qu'aujourd'hui, on a de la misère à garder des articles là, pendant quelques années. Regarde, depuis 10 ans, comment de téléphones on a passé. Tu sais, oui, je veux dire, il y a une progression technologique qui est inhérente à ça, mais il y a certainement une culture de la consommation qui est bien présente. Puis tu as raison, dans un monde déflationniste où l'argent conserverait ou même prendrait de la valeur,
on réfléchirait certainement 2 fois avant d'acheter des cochonneries. Puis ça, c'est quelque chose qui transforme les gens, notamment qui commencent à rentrer dans Bitcoin. C'est là que tu commences à penser à toutes les dépenses idiotes que tu as faites dans ta vie. Puis tu réfléchis à si tu avais non seulement investi, non seulement en Bitcoin, mais en général, c'est quelque chose qui s'applique à d'autres choses. Tu as une vision totalement différente là, à la dépense non utile, là, disons. Là. Fait que ça, c'est vrai. Bitcoin amène une autre perspective par rapport à ça. Tu penses-tu en tout cas, moi je suis peut-être un petit peu pessimiste, là, mais tu penses-tu que ce serait possible justement pour le gouvernement du Québec de dire hey, ben nous, on va le miner nous-mêmes, puis on va garder ça dans je sais pas, dans la trésorerie. Bon, je parle dans des années, là, mais tu sais, si on a tellement d'énergie ici au Québec, on en produit bien, puis c'est pas polluant, je veux dire. En fait, moi, de manière fondamentale, l'État fait peu de choses de manière efficiente. Là, donc, c'est toujours mieux la meilleure façon, c'est que l'énergie produit l'énergie de toute façon. Donc, la meilleure façon a été de juste accueillir ces entreprises-là qui sont prêtes à investir. C'est un peu la même chose avec le régime minier. Tu sais, des entreprises qui viennent investir des milliards de dollars ici pour sortir des minéraux de la terre. Puis, il y a des redevances qui sont données à l'État. Il y a un système là, qui paye des taxes et des impôts également. Donc, tu as quand même un système là, quand même bien implanté qui permet à l'État de bénéficier de cette activité économique-là. Maintenant, quel devrait être le niveau, ça c'est peut-être un débat, là, mais non, je pense pas que l'État est capable de gérer ça. Il est capable de gérer très peu de choses, en fait. On l'a vu dans les dernières années, là, dans les derniers mois particulièrement, où ils sont pas capables Souvent, je réponds ça aux gens qui pensent qu'ils ont des complots puis que les gouvernements font partie des complots. Là. Les gouvernements ne sont pas capables de réparer la rue en avant de chez vous, ou de même, si tu regardes au fédéral, ils sont pas capables de payer leurs employés. Ils sont pas capables de développer un système de paye qui fonctionne. Fait que c'est très peu probable qu'ils fassent partie d'un complot mondial. Là. Donc, mais l'opportunité est là. On devrait laisser les innovateurs et les investisseurs faire leur travail. C'est à eux de risquer ça, comme dans n'importe quelle industrie. Puis, ils paieront là, leurs redevances et les impôts comme tout le monde. Là. Puis, OK, mais le prochain, ça serait... Là, on va se dépêcher, mais il est 36, là. Je sais que toi, il est 45, il faudrait que tu y ailles. Le Bitcoin pourrait se faire hacker. Entre parenthèses, j'ai mis ordinateur quantique. Quantique, ouais. Ça, c'est vrai. En fait, c'est une menace qui est réelle dans le Bitcoin. Par contre, c'est une menace qui est, je pense, qui est acceptée par ceux qui détiennent des Bitcoins actuellement, puis qui est un peu edgée par le fait que la technologie d'encryption de Bitcoin est utilisée par à peu près tout le reste de l'Internet. Donc, si Bitcoin est piraté au niveau cryptographique, ben Bitcoin, c'est le dernier de nos soucis parce que tout le reste ne fonctionne plus. Tu sais, le système bancaire en ligne que tu utilises pour faire tes virements, c'est plus sécuritaire. Tes emails, c'est plus sécuritaire. Il n'y a plus de privacy, il n'y a plus de vie privée sur Internet. Tout est accessible par la personne qui a accès à cette technologie-là. Donc, si l'encryption est brisée demain matin, c'est une grosse nouvelle. Là. Honnêtement, là, c'est un game changer. Fait que je te dirais que Bitcoin est un peu immunisé par le fait que c'est déjà un risque qui existe au niveau des produits informatiques en général. Maintenant, pour l'informatique quantique, c'est souvent ce que les gens peut-être plus avancés vont amener comme argument. C'est effectivement une menace sur la cryptographie informatique traditionnelle. Cependant, il y a différents algorithmes d'encryption qui vont résister à je suis pas un spécialiste là, dans la cryptographie. Là, je me débrouille, mais c'est un monde en soi. Là, mais il y a certains types de cryptographie qui vont être plus résistantes à l'informatique quantique. Fait que dans le fond, Bitcoin pourrait s'adapter relativement facilement à ça. Ça serait un changement que Bitcoin... On dit que Bitcoin est difficile à changer, c'est pour ça que c'est solide. Mais mettons un changement du logiciel Bitcoin pour résister à un changement, une innovation rapide dans la progression de l'informatique quantique. C'est un changement qui serait rapidement accepté dans Bitcoin. C'est pas comme changer... Si tu proposes de changer le nombre limite de Bitcoin à 21 millions, à 42 millions, ça ne va pas être accepté dans Bitcoin. Par contre, si tu changes ça, puis il y a une réelle menace, ça va être accepté là, rapidement dans Bitcoin. Là. Donc, je pense que les gens sous-estiment l'intérêt qu'a l'industrie, non seulement Bitcoin, mais informatique, de préserver l'encryption et développer des encryptions qui vont être résistantes à l'informatique quantique. Et sous-estime aussi la capacité de Bitcoin de s'adapter à ce changement-là en implémentant justement les changements qui vont être nécessaires dans le protocole Bitcoin, ce qui devrait se faire relativement facilement. Là. OK. Mais c'est ça, comme tu dis, en gros, si l'ordinateur quantique arrive,
pense que le Bitcoin, c'est la dernière chose qu'on a. La dernière de nos soucis. Là. Puis une autre façon de le voir, c'est que justement, Bitcoin, actuellement, c'est quoi? C'est plus d'1 trillion de dollars. Fait que tu as ce qu'on appelle un bug bounty là, dans le domaine de sécurité informatique. C'est que tu as réellement un trésor qui est caché, que si tu es capable de briser l'encryption ou capable de découvrir des clés privées Bitcoin, ben tu sais que tu as des centaines de milliards de dollars qui t'attendent. Fait que dans le fond, c'est une façon de prouver que c'est sécuritaire. Une autre façon de prouver que c'est sécuritaire aussi, c'est regarde les Bitcoins qui sont perdus. Mt. Gox, ici au Canada, tu as Quadriga. Pourquoi on n'est pas capable de récupérer ces bitcoins-là? Si tu perds l'accès à ta clé privée, les bitcoins sont perdus là, à jamais. Puis ça, c'est une particularité importante de Bitcoin. C'est-à-dire ça te force à faire attention à comment tu entreposes tes bitcoins. Puis ça prouve que c'est sécuritaire parce que si ça ne l'était pas, ces bitcoins-là bougeraient. Là. Ouais. OK. Satoshi Nakamoto. C'est le CIA, ça. Ouais, ça, c'est une théorie qui est un peu loufoque, je pense. Je pense que c'est trop complexe, c'est quasiment trop parfait pour... écoute, réellement, les conspirations gouvernementales ne survivent pas souvent longtemps. Là. Fait qu'il y a certainement quelqu'un qui aurait parlé. Il y a... la plupart des grandes choses dans l'histoire humaine ont été faites de façon décentralisée. Puis ça, c'est quelque chose qu'on comprend en regardant un petit peu l'histoire de Bitcoin. L'anarchie. Puis l'anarchie, souvent, c'est un mot qui est vraiment travesti, je te dirais, dans les médias en général. Quand on veut parler de, par exemple, il y a des manifestations, c'est l'anarchie. C'est pas l'anarchie, c'est le chaos. Le mot que vous cherchez, c'est le chaos. L'anarchie, c'est l'absence d'autorité centrale. Et l'anarchie, c'est une particularité de plusieurs systèmes complexes. Tu peux regarder, par exemple, les mathématiques. Les mathématiques, c'est rationnel, c'est quelque chose qui a beaucoup d'ordre dans les mathématiques. Ça peut être complexe, mais ça peut être simple aussi. Mais c'est profondément anarchique parce que tu n'as pas d'autorité centrale. Demain matin, toi, Olivier, tu peux résoudre un problème ouvert en mathématiques, puis tu n'as pas besoin de demander la permission à personne. Tu amènes la preuve là, que tu l'as résolu, tu démontres que tu l'as résolu, et du jour au lendemain, tu vas être une sommité mondiale en mathématiques. Il n'y a pas personne qui va dire non, c'est pas vrai, à moins qu'ils soient capables de prouver que ta preuve n'est pas valide. Donc, les mathématiques, c'est un système qui est profondément anarchique et c'est pour ça que ça marche. Bitcoin est un système qui est anarchique puisque tu n'as pas vraiment personne qui est en contrôle. Donc, si ça avait été réellement une conspiration gouvernementale, tu aurais eu un certain backdoor pour garder le contrôle de Bitcoin, ce qui n'est pas le cas. L'intersection de la cryptographie, des intérêts dans Bitcoin, tout pousse vers la décentralisation et c'est là réellement le génie derrière Bitcoin, c'est que personne ne peut réellement contrôler. Donc, c'est un peu, ça tue un peu la théorie du fait que ça a été amené par les gouvernements. Il y a certaines technologies d'encryption qui ont été amenées par la NSA. Là, c'est le cas de certaines technologies qui ont été activement développées. Ils ont développé des standards de cryptographie. Ça, c'est vrai. Par contre, c'est des technologies qui sont comprises pas mal par tous les cryptographes. Donc, s'il y avait des backdoors, on le saurait. Les gouvernements ont poussé depuis longtemps et continuent de le faire contre l'encryption. Ça, c'est un combat qui est loin d'être gagné en passant. Là. Beaucoup de poussées dans des pays, notamment l'Australie, l'Europe, qui veulent activement avoir un accès pour bannir des choses comme Telegram, notamment Signal. Toujours sous le couvert de c'est pour lutter contre les groupes terroristes, mais ultimement, là, ceux qui vont payer le prix, c'est la vie privée des gens. Puis les gens devraient être conscients qu'il y a une poussée constante des États pour avoir accès à la vie privée des gens. Puis les gens, souvent, sont conscients de ça. Ils disent, les Facebook, ils veulent avoir accès à notre vie privée. Mais tu sais, techniquement, tu es consentant à ça. Par les États, les gens ne sont pas consentants d'avoir accès à leur vie privée. Fait que ça, il y a un combat qui est loin d'être fini sur la préservation de l'encryption, pas juste dans Bitcoin, dans les communications en général. OK. Hey, je pense que ça va être la dernière. My God, on n'a même pas eu le temps de parler de mon excellente idée, esti. Ben, vas-y rapidement. Je te laisse le temps d'introduire. Je pense que tu as un cas d'utilisation qui est intéressant. Puis, vas-y rapidement ton idée de monétisation. Ouais, c'est ça. Fait que moi, mon idée, c'était justement de mettre un QR code sur un shirt pour un sponsor. Puis, je pense que t'es un petit peu comme moi, que quand même, je pense, un petit flaw dans ça, dans le sens que, bon, qu'est-ce qui est bien avec ça, c'est que le monde peut scanner le QR code, te tiper si tu veux, mais le problème, c'est que s'ils veulent te tiper 5$, il va y avoir quand même des frais du réseau. Puis, on s'en était parlé un petit peu avant aussi sur Twitter.
Puis toi, tu disais, tu sais, on pourrait mettre cette idée-là, copier-coller cette idée-là dans pas mal tout, là, tu sais, dans pas mal de sports. Donc, peux-tu un petit peu expliquer pourquoi, justement, à cause des les frais, qu'est-ce que ça pourrait être un problème, puis comment on pourrait mettre ça dans d'autres sports? C'est un problème activement c'est un problème ouvert actuellement. C'est probablement le chaînon manquant du commerce électronique actuellement sur Internet. C'est la capacité de payer on parle plus de petites transactions parce que c'est ça qui est caractéristique de la situation qu'on veut régler là, à des gens un petit peu partout à très, très peu, voire même quasiment pas de frais. Donc, actuellement, tu peux faire je peux m'abonner à votre Patreon, des trucs comme ça, ou ça, c'est mieux que c'était. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui le permettent. Par contre, souvent, dès que tu parles d'un sujet qui ne serait-ce qu'un peu controversé, par exemple, le MMA fighting, ça a juste à devenir un peu raciste, là, parce que tout est raciste maintenant, là, mais si ça devient un sujet controversé, ben, techniquement, les ligues pourraient perdre leur capacité de recevoir des paiements, ça peut être censuré, ça peut être... Alors, donc, tu as une question de censure du paiement qui est une question, mais c'est aussi un coût de transaction qui est important. Par exemple, si tu reçois, je ne sais pas comment ça fonctionne avec Patreon ou ces autres réseaux-là, mais tu as certainement un certain pourcentage qui est conservé en frais de transaction. Un certain pourcentage, c'est peu dire. Ouais, c'est ça. Regarde, je pense que les apps qui sont vendues sur Apple et chez Google, je pense qu'ils prennent quelque chose comme 33%, 30% de commission. Donc, tu sais, c'est quand même énorme, là. Puis même, ça existe aussi quand on fait des paiements par carte de crédit chez les marchands, là, parce que je sais pas si tu as des amis qui sont dans la restauration, mais c'est plusieurs centaines de milliers de dollars par année qui payent en frais de carte de crédit. Pour permettre aux gens de payer avec les cartes de crédit, ils laissent sur la table de l'argent. Donc, il y a vraiment un problème à régler sur le fait qu'on n'est pas capable d'envoyer des petites quantités d'argent à n'importe qui à travers le monde via Internet. Fait que, je te dirais que la seule solution qui est pas mal à l'horizon, c'est Bitcoin, parce que tout le système de paiement traditionnel est vraiment basé sur le système d'intermédiaire, que tout le monde se garde une cote en quelque sorte. Alors que Bitcoin va permettre là, vraiment de régler ce chaînon manquant-là, de faire des microtransactions, puis dans une devise qui est internationale, là, si tu veux. Facebook avait abordé le sujet avec, je ne sais pas si tu te souviens, Libra en 2019-2020, avait amené l'idée d'avoir une certaine monnaie sur la plateforme qui était potentiellement adossée à certaines autres monnaies, là, mais le but, c'était d'envoyer de la monnaie à travers le monde facilement à travers le réseau Facebook, ce qui est une excellente idée en passant. Il aurait peut-être pu utiliser une certaine partie de Bitcoin là-dedans, mais ça a été, là, regarde à quel point ça a été attaqué par le Congrès américain. Facebook a dû se défendre en comité sénatorial, ils se sont fait démolir, finalement, on a dû abandonner ça. Fait que le seul qui peut vraiment adresser ce problème-là, c'est réellement Bitcoin, parce que Bitcoin, ce n'est pas une compagnie, il n'y a pas de CEO, ils ne peuvent pas ils peuvent pas coercitivement se faire censurer. Fait que comme tu ne peux pas empêcher personne de déployer un serveur email pour lancer son propre serveur email si tu veux. Fait que pour plusieurs raisons, notamment techniques, politiques et économiques, Bitcoin, c'est probablement la meilleure façon de déployer ça. Maintenant, comment ça va se faire? C'est pas encore clair parce que les microtransactions en Bitcoin, c'est pas totalement réglé. C'est un problème qui est en train d'être développé. Je vous dirais, regardez des technologies comme Lightning. Lightning va permettre de faire des microtransactions en Bitcoin. Regardez une technologie qui est vraiment incroyable qui s'appelle Strike. Jack Mallers, Zap, qui s'appelle la compagnie Zap. Il y a une démo là, sur YouTube qui est hallucinante où Jack Mallers, il paye un de ses employés qui est en Europe. Normalement, il paye en virement bancaire par mois, genre, puis ça lui coûte des dizaines de dollars juste de faire un virement. Tu ne sais pas quand ça va arriver. Convertir la devise, il y a un frais. Puis là, Jack, il fait une démonstration sur YouTube. Il dit là, je vais payer mon employé en temps réel. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il est payé en Bitcoin en utilisant Lightning, en utilisant Strike. Fait que pendant que l'employé travaille, l'argent est littéralement streamé au dude qui programme à l'autre bout. Fait que dans le fond, dans le contexte où toi, tu veux monétiser, tu pourrais dire, regarde, Olivier fait une bonne job, je pourrais genre t'envoyer des boosts en Bitcoin pendant que tu fais un takedown sur ton opponent. Moi, l'intérêt que je le voyais, par exemple, dans un sport que j'aime bien, c'est le cyclisme. Je t'avais fait l'exemple dans notre conversation. Dans le cyclisme, tu as genre 200 coureurs qui participent au Tour de France. Là-dedans, tu en as 4 qui peuvent gagner. 4 ou 5, un par équipe, généralement, qui est le leader. Le reste, là, c'est vraiment des gens qui sont là pour se péter en avant, pour briser le vent, aller chercher des bouteilles d'eau. Puis souvent, ces gens-là font des efforts athlétiques incroyables. Il y en a maintenant même des fois qui gagnent des étapes. Et ces gens-là, c'est des illustres inconnus souvent dans le sport. C'est des gens qui gagnent souvent 1/10, des fois même 1/50 du salaire des leaders.
Puis tu voudrais des fois dire, puis souvent, oui, les leaders vont partager leur bourse avec eux autres, mais il n'y a pas vraiment moyen de les supporter à part peut-être d'acheter leur T-shirt. Que tu pourrais activement, comme c'est le cas avec le MMA, dire « Hey, lui, il veut vraiment faire une bonne job, je veux l'encourager. » Puis souvent, c'est quelque chose qui est spontané. Tu ne veux pas faire ça genre le lendemain. Tu veux faire ça genre pendant le combat ou pendant la course. Tu veux pouvoir faire... Parce que le type, c'est spontané. C'est que tu parles à n'importe quelle waitress ou waiter qui ont travaillé dans les bars, le monde sont sa brosse, c'est là que c'est payant. Ouais. Donne des tips. Fait que c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit quasiment en temps réel. Fait que la seule technologie qui peut régler ça à l'heure actuelle, c'est Bitcoin. La forme que ça va prendre, c'est pas clair, je te dirais actuellement. Mais réellement, t'es sur un filon qui est important, qui est intéressant. Puis dans les prochains mois, voire prochaines années, on va voir comment ça va se déployer. Mais il y a réellement un intérêt, non seulement pour les gars comme toi, mais pour les ligues aussi. Il y a un certain pourcentage qui pourrait aller aux ligues. Il y a vraiment une façon de diriger l'argent des fans vers les athlètes ou aussi les artistes. Ça pourrait être la même chose avec... C'est un problème aussi, ça, que des millions de tonnes sont streamées sur Spotify, puis ils reçoivent genre un chèque de 40$ à la fin du trimestre. Particulièrement pour les artistes émergents. Ben oui, tu sais, Madonna, on s'entend, elle a fait son argent, mais tu sais, le petit artiste qui devient célèbre du jour au lendemain, il va faire de l'argent ultimement avec ses spectacles, mais il ne fait plus le même argent qu'il fait avec ses disques comme c'était le cas avant. Là. Mm-hmm. Puis là, tu parlais de Lightning Network, puis Jack. Ça, présentement, est-ce que c'est lancé aux États-Unis? Est-ce que c'est lancé au Canada? Strike, mais là, nous autres, le problème au Canada, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui sont juste disponibles aux États-Unis. Notamment, regarde, Cash App de Square n'est pas disponible ici. Je pense que Strike n'est pas disponible encore au Canada, mais il commence à ajouter plus de pays. Ultimement, ça va arriver. C'est une question de temps. Écoute, Lightning, il y a une question technique derrière ça, c'est en développement. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, suivez activement ça parce que c'est en train de se passer. Là. Puis là, je pense que ça va être la prochaine. On parle souvent de ce qu'on appelle les fintech, là, les compagnies de technologie financière. L'avenir, c'est vraiment Bitcoin. Là. Je pense que l'innovation monétaire, l'innovation de paiement puis d'investissement va vraiment être bâtie sur Bitcoin. Jack Dorsey, le CEO de Twitter, qui est aussi le CEO de Square, sont carrément all-in là, dans Bitcoin. Là. Eux, ils pensent que l'avenir du paiement est là-dedans parce que les autres sont fourrés. Ils sont pognés à développer des technologies qui sont monopolisées par Visa et Mastercard. Fait que tu penses-tu que Visa et Mastercard vont se laisser manger à laine sur le dos? Ben non, au contraire, ils sont maintenant en train de regarder comment ils vont permettre de faire les transactions Bitcoin sur le réseau Visa ou vice-versa. Ça commence à être le cas, notamment. Fait que faut le voir vraiment comme un protocole informatique sur lequel des applications vont être bâties. Puis actuellement, le Bitcoin, je te dirais, a une avance qui est quasi insurmontable. OK. Puis, excuse-moi, la dernière question. Là. Le Strike aux États-Unis s'est lancé. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise ou on le sait-tu ou on le sait-tu si ça fonctionne comme du monde? Écoute, honnêtement, moi, j'ai pas suivi. Je suis vraiment le moins compétent dans Lightning parce que c'est un monde en soi. Puis ça va vraiment devenir une spécialisation dans Bitcoin. Là, tu vas avoir des conférences juste de Lightning. Puis, comme tu as des conférences d'investissement dans tel sujet. Honnêtement, je n'ai pas vraiment suivi les derniers mois là, mais je sais que je pense que c'est en bêta actuellement. C'est disponible juste dans certains endroits, mais ça va vraiment, vraiment vite parce qu'il y a 1 an et demi. Lightning s'était lancé en 2018, 17. Ça fait pas longtemps que ça a été amené comme innovation. Puis déjà, là, il y a plus que 1000 bitcoins de capacité de transaction sur Lightning. Alors qu'avant, c'était genre juste c'était même pas un Bitcoin au début. Là. Donc, la capacité augmente, la technologie avance, puis c'est de plus en plus sérieux, honnêtement. Là. Fait qu'il va falloir voir comment les grands joueurs vont se positionner à travers ça. Mais ça peut être un game changer pour le paiement, mais particulièrement, comme tu l'as dit, dans l'industrie de l'entertainment, que ce soit des sports ou la musique, les films, le fait de pouvoir streamer de l'argent, c'est game changer là, pour les créateurs et les athlètes un peu partout. Là. OK. Ben écoute, merci beaucoup, Jonathan. Merci, Jonathan. Quasiment te réinviter. J'ai comme la moitié de mes questions de passé. Mais puis en plus, j'aurais aimé ça de parler de Pierre-Yves McSween. Ben mon ami McSween, juste pour conclure, c'est mon ami McSween, parce que le pire, c'est que je suis d'accord avec une bonne partie de ce qu'il dit. Comme je te disais, en as-tu besoin? Je pense que c'est une bonne philosophie. Le problème avec Pierre-Yves McSween, c'est qu'il est très, très paternaliste et élitiste dans sa vision de l'investissement. Certaines personnes devraient gérer de l'argent, le reste ne devrait pas toucher à ça.
Et ironiquement, a toujours déconseillé aux gens d'investir ne serait-ce qu'une petite partie en Bitcoin. Alors, ce qui est drôle, c'est là où les Bitcoiners ont un fun particulier à rire de ce monde-là, ce qu'on appelle les no-coiners, c'est que la meilleure, et particulièrement dans le cas de McSween, c'est que quand il célébrait le fait que Bitcoin crashait, ça a toujours été les bottoms de Bitcoin. Fait que quand c'était comme à l'automne 2018, quand ça avait crashé à 3008 ou 3002, il avait fait un tweet là-dessus. C'est l'ultimate bottom des 3 dernières années. Après ça, en mars dernier, quand ça avait planté avec la crise financière, avec le COVID, il en avait parlé. Ça a été le ultimate bottom 12 mois. Fait que toutes les fois que McSween trashait Bitcoin, ça a été un excellent moment d'acheter Bitcoin, ironiquement. Fait que, puis il y en a plusieurs dans son cas. Là. Lui, c'est un cas particulier. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai rien contre le gars personnellement, je ne le connais pas. Là. Moi, je suis un grand fan de Peter Schiff, là, je vais te le dire. Là. Ouais, un autre signal contrarien excellent. Ouais. Moi, McSween, Peter Schiff, je vais t'avouer, là, je les aime. Là. J'aime les suivre. Puis quand ça drop un peu, je vais tout de suite voir qu'est-ce qu'ils disent. Parce que je sais pas pourquoi. Peut-être que je suis sado là, ou maso. Je suis comme, ah ouais, si ça a droppé. Non seulement je vais mal parce que ça a droppé, mais en plus, il y a les autres qui en rajoutent. Là, je suis content. Il y a ce que Wall Street Bet appelle le lost porn. Là, c'est genre, tu vas aller voir. Tu vois, en fait, il y avait un meme là-dessus. Tu vois, genre, la fille a dit chérie, on peut-tu vendre nos bitcoins maintenant que t'es millionnaire? Puis l'autre, il dit no, we have to make them pay. Dans le sens que non, on vend pas, faut les faire payer. Écoute, merci beaucoup. Puis, écoute, j'espère on va demander au monde si ça les a intéressés. Puis si oui, puis si tu as le temps. On peut faire un show avec des questions plus spécifiques. Puis écoute, ça va exactement. J'espère dans un monde un univers pas très lointain. J'espère peut-être aller te voir combattre en vrai ou voir un petit peu le monde du MMA. Je sais que tu es présent un petit peu dans les gyms. J'aimerais ça peut-être en connaître plus là-dessus, puis voir un peu en vrai comment ça se passe. Là. J'espère qu'on va retourner dans un monde où on va pouvoir voir des choses, commencer à avoir des événements en vrai là, dans les prochaines semaines. Yes. Hey, écoute, merci beaucoup. Puis comme je te dis, si le monde a des questions, ils peuvent me les envoyer. Puis on va te réinviter. C'est super le fun. Là, on a fait 1 minute 45. Puis on n'a pas arrêté. 1h45. Des coups à la tête. OK, hey, un gros merci à tout le monde. Fait plaisir, ciao. Merci, Jonathan. Bye.